Bienvenue à Las Vegas, présentement 11h02 heure locale. Et restez assis avec votre ceinture attachée, vos effets personnels rangés jusqu'à ce que la consigne des ceintures soit éteinte. Vous l'avez entendu, me revoilà encore une fois à Las Vegas, aux États-Unis, mais pas pour le CES, ça c'est dans un mois. Non, j'y suis pour la grande rencontre reInvent organisée annuellement par le géant de l'informatique AWS, la filiale infonuagique d'Amazon. Et cette année encore, on m'a invité à venir voir de plus près ce qui s'y passait, mais plus important encore, à quoi ressemblera le monde de l'infonuagique en 2024. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. On parle de plus de 40 ou 50 000 participants à cette rencontre qui est immense, qui est un peu un mini CES avant le CES et où on retrouve des clients, des partenaires de AWS qui convergent ici justement pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine année. Alors, question de partager avec vous un peu de ma visite. Je vais partager avec vous 8 rencontres que j'ai faites pendant mon séjour et vous allez voir, il y en aura pour tous les goûts. Évidemment, je vais m'entretenir avec Régent Bourgault, le grand patron d'AWS au Canada, pour revenir sur les grandes annonces de l'entreprise, mais on va également en profiter pour parler de formation en intelligence artificielle. Il y a AWS qui vient de lancer une formation gratuite, j'ai bien dit gratuite, en intelligence artificielle pour débutants, mais aussi pour des gens qui s'y connaissent un peu en informatique, pour acquérir des connaissances qui pourront vous aider. On va parler de nouveaux systèmes intelligents pour la maison chez TELUS, et ça va se lancer, ça bientôt au Canada. Il y a un des patrons de TELUS qui était à Las Vegas, j'en ai profité pour lui poser quelques questions. Le système de santé utilise de plus en plus l'intelligence artificielle et l'infonuagique. On va en parler avec quelqu'un de chez Alacare et on va parler des transports aériens qui ont bien besoin de grands systèmes informatiques puissants pour leur avion, mais aussi pour la personnalisation de l'expérience client. Tout ça, c'est dans la prochaine heure et demie de mon carnet, mais juste avant de vous retrouver avec mes invités, on va aller faire une petite parenthèse d'actualité avec mon collègue Jérôme Colombin, qu'on va aller rejoindre à Paris pour parler de cette nouvelle intelligence artificielle lancée par Google cette semaine. Je parle de Gemini. Et puis, tout de suite après, direction Las Vegas. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour, Bruno Guglielminetti. Jérôme, très heureux de t'entendre. Tes auditeurs viennent d'en entendre parler de ce fameux Gemini, l'intelligence artificielle de Google. Quant aux miens, ils sont heureux parce que au moins on va en parler cette semaine dans ce spécial d'AWS qui est de long en large sur le sujet de cet événement, la reInvent de Las Vegas. Dans ton carnet, donc. Ouais, dans mon carnet, ouais. Mais c'est ça, je voulais t'entendre là-dessus parce que tu viens d'en parler là, largement. Mais toi, quand tu vois arriver comme ça Google, on pensait qu'ils allaient arrêter avec Bard. On pensait que c'était ça, l'intelligence artificielle générative, mais là, ils nous débarquent avec Gemini. Comment tu vois ça, toi? Écoute, je pense que je le vois comme tout le monde. On est un peu sous le choc par rapport à ce qu'on a pu voir. On n'a pas encore pu réellement essayer, mais notamment les petites vidéos qui sont mises en ligne par Google sont quand même impressionnantes. Je pense que toi-même, tu ne caches pas ta joie, si j'en crois tes tweets récemment, enfin tes messages sur X. Ça t'a marqué aussi. Bon, déjà, je note une chose. Ça ne peut être que bien, ce Gemini, parce que ça veut dire Gémeaux en français. Moi, je suis Gémeaux. Et donc, tu vois, on prend ça un peu comme une forme d'hommage. Ouais, mais enfin... Ça va pas suffire? Non, mais l'excellence, ça peut être dans un seul Gémeaux. Ça n'a pas besoin d'être 2 Gémeaux. Tu es quoi, toi, au fait? Moi, je suis Cancer. Ah, c'est bien aussi, c'est bien. Ouais. Bon, sérieusement, c'est un choc, ce truc-là. Moi, je trouve que ce qui m'a le plus marqué quand on regarde la vidéo, vraiment, c'est que on franchit un cap parce qu'on voit que ce truc-là est capable de presque d'abstraction. Enfin, il fait le pont entre le concret et l'abstrait. C'est-à-dire, tu lui montres un post-it, il voit que c'est un post-it, mais tu dessines un canard dessus, il voit que c'est un canard. C'est ça qui est complètement fou. On est passé dans une dimension comme ça où il flotte entre l'abstrait, le concret, le réel, l'irréel, et en plus l'aspect conversationnel est apparemment assez
c'est prometteur aussi. On voit que l'utilisateur du Gemini ne pose jamais de questions, mais Gemini devine et il répond même avant qu'on lui pose des questions. Il dit vous êtes en train de dessiner tel truc, ça c'est ça, etc. Ouais, mais ça c'est un peu Hollywood, hein, parce que j'imagine qu'il y a eu du montage là-dedans. Mais j'aime bien te voir comme ça, charmé devant. Ah, mais moi je suis très enthousiaste, tu sais. Ben non, je le sais, mais moi je vais être un peu pisse-vinaigre là-dedans, parce que tu sais la reconnaissance de l'image ou l'analyse de l'image, je trouve ça bien, puis ça paraît bien. Sauf que je te rappelle que ChatGPT depuis quelques mois, si tu l'as en version mobile, tu lui montres ton frigo et il est capable de dire ce que tu pourrais faire avec les aliments qui sont dans ton frigo. Évidemment, s'ils sont pas dans des contenants fermés, il peut les voir là, mais quand même, la reconnaissance, elle est là. Moi, ce que je trouve le plus bluffant dans cette offre, et ça s'en vient, c'est le Pixel 8, où il y aura une version embarquée sur le processeur du téléphone de Google, le nouveau Pixel 8, dans plusieurs mois, là. Mais quand même, ça veut dire qu'enfin, c'est drôle parce qu'en conférence, je le disais, c'est la prochaine étape, c'est d'avoir l'intelligence artificielle embarquée sur un téléphone. Donc, en complète autonomie, que vous soyez branché ou pas, cela, on avance à quelque chose d'intéressant. C'est vrai, puisque apparemment, il aura même pas besoin de connexion Internet. Mais Google avait déjà amorcé la pompe avec si je puis dire, avec des outils, notamment le système de transcription qui est capable d'écouter une conversation et puis de la retranscrire par écrit immédiatement et même de la traduire immédiatement. Et ça se faisait en local dans le téléphone, sans avoir besoin d'accéder au cloud. Mais je dis pas qu'il fait des choses que ChatGPT ne faisait pas, et notamment la reconnaissance de l'image. Seulement, la promesse, c'est qu'il serait un cran au-dessus. Et on peut penser, la petite différence que je vois, c'est que ChatGPT plus DALL-E plus, c'est une agrégation de différentes briques. Là, Google a l'air de dire que c'est un vrai système multimodal, c'est-à-dire que globalement, il a été conçu, il est, on va dire, multimodal by design, si la promesse est tenue. Mais ça arrive environ la même semaine où Microsoft nous balance son nouveau copilote version plus multimodal sur Windows 11. Alors, j'avoue que là, je sais pas ce que OpenAI va faire, parce que là, la cavalerie est partie pour Microsoft et pour Google dans un sens, et le grand absent, c'est Apple, qui est pas encore c'est complètement Apple. Apple, on se demande ce qu'ils font. Apparemment, ils sont pas au courant qu'il se passe des choses. Non, mais après, c'est la philosophie d'Apple. Apple va pas lancer des trucs comme ça pour faire du buzz. Ils ne lanceront une solution que quand elle sera parfaitement maîtrisée, mais ils n'auront Et là, ça fera le buzz. Et là, ça fera le buzz. Mais ce qui est certain, c'est que tu le disais, il y a une compétition qui est, enfin, cette année 2023 a été incroyable. Ça a été vraiment l'année de l'IA générative. Et puis, il va y avoir GPT-5 derrière. Donc, la course est partie. Voilà, c'est cette compétition aussi qui est phénoménale. Je fais appel à ton vieil âge. Est-ce que tu te souviens d'un moment dans l'histoire d'Internet, les 30 dernières années, ça te rajeunit pas, où dans une seule année, on a vu autant d'avancées technologiques dans un domaine? C'est une question piège ou tu as la réponse ou pas? Non, je me souviens pas. Non, je me souviens pas. Non, j'en vois pas, moi. Non, on va dire que ce moment-là, il est comparable au moment iPhone, c'est sûr. Mais les compétiteurs n'étaient pas arrivés avec d'autres appareils iPhone. Nokia s'est écrasé derrière eux. Motorola aussi. Tout le monde. Avec BlackBerry qui tenait tête un peu. Non, je pense que ça marque à nouveau l'accélération, ce qui a toujours caractérisé l'innovation dans le numérique. C'est à la fois la puissance des innovations elles-mêmes et surtout la vitesse à laquelle elles se produisent. Et là, on a encore franchi un cran avec une super accélération à tous les niveaux. Après, on peut que se réjouir de ce qui va arriver. Et alors, ce qui est amusant, c'est que pendant qu'il se passe ça sur ton continent, là-bas, en Amérique, nous, pendant ce temps-là, on réglemente. Voilà, ça y est. Mais Jérôme, c'est toi qui nous as déjà dit que c'était bien. On a inventé aux États-Unis, on fabriquait en Chine et on régulait en Europe. Exactement, oui, puisque nous, cette semaine, on a mis au point notre AI Act, la grande loi européenne sur l'IA, et c'est pas facile d'ailleurs, c'est dans la douleur, puisqu'apparemment, les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord. As-tu l'impression que ça va mettre des bâtons dans les roues, ça, pour le développement de l'IA chez vous? Alors, c'est tout l'enjeu, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'arriver à faire un texte pour éviter les catastrophes liées à l'IA, et en même temps, sans brider l'innovation. Il y a du lobbying de tous les côtés, notamment l'ancien ministre Cédric O.
ancien secrétaire d'État au numérique, qui maintenant est conseiller notamment de la société Mistral, start-up spécialisée dans l'IA, et qui apparemment aurait fait beaucoup de forcing pour réorienter la négociation et réorienter la réglementation européenne pour éviter d'en faire un truc trop fermé qui risque de brider l'IA. Et moi, j'en avais discuté avec Cédrico, pas plus tard que l'été dernier, où il m'expliquait en long, en large et en travers les inquiétudes qu'il avait par rapport à des textes qui seraient trop fermés, avec des lois qui essaieraient d'imaginer tous les effets secondaires et les effets néfastes de l'intelligence artificielle, y compris, par exemple, si c'est une start-up qui met au point un modèle d'IA et puis ce sont d'autres qui les utilisent parce que c'est de l'open source, qui va être responsable et est-ce qu'on va sanctionner le point de départ? Voilà, c'est compliqué. Hein. Puis tu parles d'open source, il y a eu aussi cette annonce cette semaine de l'Alliance AI qui a été créée avec IBM, Meta et la NASA, le CERN en Suisse. C'est pas rien. Ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a des gens qui sont encore, évidemment, c'est des grosses entreprises, là, mais bon, qui sont intéressés à pousser l'ouverture des technologies, des protocoles pour s'assurer que tout le monde puisse embarquer et que ça ne soit pas réservé qu'aux grands joueurs à l'heure actuelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle s'il n'y a pas de raison cachée et de mauvaises raisons cachées derrière ça. Tu crois? Oui, non. Non. Qui pourrait croire ça? Hein, non, c'est ça. L'histoire nous a bien montré. Tout le monde prône l'ouverture, tout le monde veut faire... mais il y a ouverture et ouverture quand même, je pense, en IA. Ouais. Bon, de quoi tu parles dans mon carnet cette semaine? Exactement de ce que je te disais au début, j'ai pas changé d'idée. Alors, c'est un grand spécial AWS en direct de Las Vegas. D'ailleurs, je te fais une fenêtre comme ça, mais tout de suite après qu'on se quitte, je retourne à Las Vegas pour présenter mes invités. On parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle de l'infonuagique dans tous ses angles, ce que vous appelez le cloud là chez vous, dans toutes ces en français, ça se dit le cloud. Oui, c'est ça, le cloud, oui. Le cloud. Pourquoi pas la cloud, tant qu'à faire? Ça fait très américain, non? Parce que c'est le nuage, donc c'est comme ça. Bon, écoute, chacun ses travers. Toi, comment tu dis... redis-moi comment tu dis Google, j'adore. Google. Google. On commence pas. Sinon, je te fais un effet waouh. Bon. J'aime beaucoup. Donc, puis toi, de ton côté, là, avant de te payer ma tête, tu parles de quoi? Moi, de quoi je parle? Alors, moi, je parle dans un instant de batteries solides. Les batteries solides, c'est le futur de la batterie, notamment pour les voitures. Qui seront bientôt faites au Québec, je te remercie. Elles sont faites pas qu'au Québec, je te remercie. Et j'en parle avec EDF, qui est partenaire de Monde Numérique. Et puis, aussi, un truc intéressant, tu sais que tu as entendu parler du side loading, hein, ce sera l'obligation bientôt pour Apple de faire de la place à des App Store parallèles. Du side loading. Beaucoup. Voilà, c'est la possibilité. Ça se dit comment en français? Je sais pas, le téléchargement à côté, un truc comme ça. Ouais, okay. C'est vous allez nous le traduire ça bientôt là, vous les Québécois. Ok. Vous allez nous trouver un téléchargement parallèle, c'est ça? Téléchargement parallèle, exactement, si tu veux. Et écoute, j'ai interviewé une entreprise ukrainienne qui s'appelle SetApp, qui justement propose des applications dans un store parallèle et ils sont dans les starting blocks. Encore un mot français. Ouais. Ils attendent, ils sont chauds bouillants pour aller s'installer sur l'iPhone. Donc, on en discute et ils me racontent tout ça. Voilà, une interview en anglais traduite par intelligence artificielle, bien entendu. Grâce à toi, d'ailleurs. Non, mais c'est pas mon intelligence. Je rassure les gens qui nous écoutent parce que sinon, pouf. Mais tu vois, ça, je trouve ça intéressant. Ça fait partie des choses que j'aimerais bien qu'on importe de l'Europe. C'est-à-dire, vous avez réussi à faire plier le géant Apple. Ouais. Et moi, j'aimerais ça, qu'on ait accès à des vendeurs tiers, des boutiques tierces. Mais écoute, ça viendra peut-être. On va d'abord, on finit de peaufiner nos règlements, puis après, on les exportera. On vous les packagera, on vous les exportera. Bon, mais entre-temps, nous, chacun de notre côté, on poursuit avec nos auditeurs nos émissions respectives. Et tiens, je salue tes auditeurs et je te salue. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut Bruno. Salut, bye. Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref ? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet. Régent Bourgault, bonjour. Oui, bonjour Bruno. Régent Bourgault, c'est presque devenu une tradition. Beaucoup d'annonces chez AWS, mais il y a une annonce qui éclipse toutes les autres, qui sont
importantes dans chacun de leurs secteurs, mais c'est cette annonce de Q, une suite d'outils pour les organisations qui permet de prendre un pas d'avance sur ce qui était offert ou même ce qui était promis par beaucoup de joueurs qui sont déjà établis dans le domaine de solutions informatiques pour les grandes entreprises. Ça teinte un peu, j'allais dire, vous, qu'est-ce que vous retenez, là, mais je présume que ça doit être dans le même secteur. Premièrement, merci beaucoup de me recevoir, puis j'aime ça, cette revue annuelle de l'édition Reinvent, qui était notre 12e édition. On a 50 000 clients cette année, au-dessus de 2200 sessions de formation. Donc, c'est vraiment une conférence pour apprendre. Puis effectivement, Adam Selipsky, mardi, a fait son allocution annuelle. Puis, il a parlé de Amazon Q, qui est notre nouvelle annonce, qui est en fait un nouveau type d'assistant alimenté par l'IA générative, puis qui est vraiment conçu dans un souci de sécurité et de confidentialité. Puis c'est pour aider les employés pour obtenir des réponses à différentes questions, générer des contenus. Puis, il y a un engouement réel depuis qu'on a fait l'annonce d'Amazon Q. On a beaucoup de clients qui nous approchent. Puis c'est quelque chose qu'ils nous demandaient. Depuis quelques mois, on fait beaucoup de démonstrations, des preuves de concept. Puis c'est souvent un des cas clients qui est le plus demandé, c'est comment je peux aider les gens à l'intérieur de mon organisation à être plus efficaces, mais aussi en pouvant créer des règles. Puis c'est ce que Q va faire. Q va faire des règles en fonction du rôle de chaque individu à l'intérieur de l'entreprise, en fonction de différentes recherches qu'ils veulent faire. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on a créé beaucoup de connecteurs, en fait 40 connecteurs en partant. Donc, on va se connecter à Salesforce, on va se connecter à Microsoft Office 365, puis différents autres connecteurs. Donc, ça va être assez facile d'indexer les documents à l'intérieur de l'entreprise, puis aussi aller chercher toutes les données à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir donner accès aux employés. Et je vais revenir sur l'aspect de sécurité parce que c'est probablement un différentiel important par rapport à ce qui est possible aujourd'hui dans le marché. C'est-à-dire que les entreprises, si elles veulent vraiment aller de l'avant, et là, on est plus loin que la transformation numérique, là, on s'entend, s'ils veulent vraiment intégrer ce genre d'outils intelligents-là pour aider leur entreprise, ils doivent faire vraiment confiance à la solution. Ce qui était un peu le bas qui blessait dans les différentes offres qui étaient précédemment proposées par d'autres joueurs. Mais là, j'ai l'impression qu'une fois que Q a été annoncé, la deuxième ligne, c'était, nous, là, on mise d'abord et avant tout sur la sécurité. Et les données que vous allez héberger chez nous, les données auxquelles vous allez nous donner accès, c'est une priorité pour nous de les garder en sécurité. En fait, si vous regardez la philosophie d'AWS, là, ça a toujours été la sécurité, c'est job zéro. Donc, c'est le job primaire. Donc, on l'a appliqué dans l'info nuagique depuis qu'on a lancé l'info nuagique en 2006, puis en 2016, quand on a implanté notre région à Montréal. Et c'est la même philosophie qui est adaptée dans l'IA générative avec la solution d'Amazon Q. Ce qui est important aussi, c'est que on n'utilise pas les données du client pour entraîner nos modèles. On a un modèle de base et on indexe les documents du client. Puis avec ça, on peut vraiment créer là, toutes sortes, une interface qui est assez extraordinaire pour l'usager client. Puis on pense que ça va améliorer énormément l'efficacité des entreprises. Dans les faits, cette solution-là, au départ, elle va être implantée aux États-Unis, puis par la suite, elle va être disponible, par exemple, au Canada ou en Europe? Bien, typiquement, on le lance dans une région ou dans quelques régions, puis après ça, on déploie ça mondialement avec toute une séquence. Là, il est maintenant disponible de façon qu'on appelle en prévue, mais éventuellement, ça va être en mode disponibilité générale. Puis en fonction de la demande des clients, bien, on va l'implanter dans nos différentes régions. On a 32 régions dans le monde, donc, comme vous savez, on a une région Montréal. Puis j'aimerais profiter du fait aussi pour annoncer officiellement qu'on lance très, très bientôt notre deuxième région au Canada, qui va être en Alberta. Puis on va investir 4 milliards dans cette région-là d'ici 2037. Il n'y a pas que Q. On pourrait passer une heure là-dessus facilement, là, mais il n'y a pas que Q. Il y a d'autres initiatives qui ont été annoncées cette semaine qui seront disponibles au Canada. J'aimerais ça que vous nous en glaissiez un mot. Mais avant même de parler des autres solutions, on peut parler aussi des cas clients qui c'est toujours un grand fait marquant. On avait notre client Alaya Care qui était avec nous. On va entendre plus tard dans le podcast.
On avait aussi, avec le keynote d'Adam Selipsky, Pfizer est venu présenter toute une histoire qui ont développé le vaccin de la COVID-19 en 269 jours, puis qui normalement prendrait de 8 à 10 ans. Puis Pfizer travaille énormément avec AWS. En fait, ils ont migré 80% de toute leur charge de travail sur AWS. On parle de 12 000 applications, puis de 8 000 serveurs qui roulent maintenant sur AWS. Donc, on est vraiment un joueur stratégique pour le développement de la médecine avec Pfizer. Il y avait une compagnie aussi que vous avez déjà entendu parler qui s'appelle Wahi Realty, qui est basée à Toronto. Puis moi, je trouvais ça, le cas client qu'ils ont présenté cette semaine qui était vraiment intéressant, où est-ce qu'on change complètement la donne lorsqu'on regarde une maison. Aujourd'hui, on regarde une maison en fonction du nombre de lits, nombre de chambres de bain, ainsi de suite. Mais eux autres, ils vont aller beaucoup plus loin avec l'intelligence générative, où est-ce qu'on va pouvoir maintenant visualiser les images et faire des recherches par rapport aux images. Puis un exemple qui était donné, c'est je pourrais faire une recherche dans le futur pour demander dans un secteur X d'une ville, je voudrais savoir combien de maisons je peux mettre une piscine creusée dans la cour. Puis avec l'IA générative, on va être capable d'analyser toutes les photos, valider avec les réglementations de municipalité, c'est quoi la distance par rapport à la clôture, puis revenir, voici les 5 maisons où est-ce que vous pourriez mettre une piscine de 20 pieds par 25 pieds. Donc moi, je trouve ça assez intéressant de voir tous les cas clients qui ont été présentés au niveau de l'IA générative. Au niveau des autres solutions, donc, on a parlé d'Amazon Q, qui est vraiment l'IA générative pour à l'intérieur, pour le besoin des employés, aider les employés. Mais on a aussi Amazon Bedrock. Parlez-moi de Bedrock. Bon, Amazon Bedrock, c'est vraiment un service géré qui offre la possibilité de gérer plusieurs Large Language Models, des LLM, donc les grands modèles. Et nous, on a une philosophie chez AWS qu'on pense que pour les besoins de la clientèle, donc les entreprises, les gouvernements qui vont offrir différents services, ils vont vouloir utiliser différents modèles. Aujourd'hui, sur Amazon Bedrock, on a déjà 6 modèles, dont un canadien qui est Cohere. On a aussi Meta qui est disponible, Stability AI, Amazon Titan, Claude avec Anthropic, où est-ce qu'on a mis 4 milliards d'investissements il n'y a pas longtemps, et A121 Labs. Donc, la possibilité avec Bedrock, c'est vraiment d'offrir aux organisations le modèle idéal pour adresser un certain besoin en IA générative. Fait qu'aujourd'hui, on a mis beaucoup d'accent sur Bedrock. Puis je vais revenir sur Amazon Q. Quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est certaines fonctionnalités au niveau des centres de contact qui sont assez incroyables. Donc, par exemple, à la fin d'un appel, donc avec Amazon Q, à la fin d'un appel entre un client et un agent, on va pouvoir faire le résumé de tout l'appel, des éléments clés de cet appel-là. Donc, et de toute la conversation, et pas seulement le dernier élément dont on a parlé. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Donc, on va faire un sommaire. Et après ça, on peut faire de l'analytique sur le sommaire. On peut déterminer des tendances très, très rapidement. Si j'ai des centaines ou des milliers d'agents, mais là, je peux commencer à voir les tendances qu'il y a sur les requêtes que je reçois. Et l'autre possibilité aussi, c'est de faire de l'analyse en temps réel de la communication avec le client et d'emmener à l'agent des solutions rapidement. Donc, si un client, par exemple, amène un problème technique, donc l'IA générative va écouter la conversation et il va emmener immédiatement la solution à l'agent. Il va dire, voici ce que tu devrais proposer. Donc, ça va être un service beaucoup amélioré pour la clientèle. Donc, c'est la requête du client qui est entendue et qui est utilisée comme requête, comme prompt, pour automatiquement amener des solutions à l'agent qui doit répondre au client. Effectivement, c'est exactement ce que vous venez de dire. Wow, c'est fascinant. Si je vous demande d'autres nouveautés qui ont été annoncées cette semaine? Bien, on a annoncé, nous autres, là, en 2018, on a fait notre premier chip qui s'appelle Graviton. Maintenant, on est rendu aux 4e génération qu'on a annoncé, Graviton 4. Le but de tous ces investissements-là, c'est d'amener des nouveaux silicones, des nouvelles puces qui sont vraiment très, très efficaces au niveau de la performance, mais au niveau aussi de l'énergie. Donc, ça, c'est important pour nos clients. Au niveau de l'IA générative, on a annoncé un Trainium 2, donc la 2e génération de Trainium, qui est un chips, dans le fond, qui sert à entraîner nos modèles, donc de façon encore plus efficace pour nos clients. Il y a quelque chose qui est intéressant, puis je voulais vous entendre là-dessus. On le sait que Amazon et AWS sont en train, les deux entreprises, de monter un système d'Internet par satellite. Et là, il y avait une annonce qui était fort intéressante. Et là, c'est la création de réseaux privés à même le service.
En fait, ce que vous parlez, c'est du projet Amazon Kuiper, où est-ce qu'on a commencé à lancer nos premiers satellites, puis faire nos analyses avec les satellites. Puis effectivement, on va pouvoir, avec cette technologie-là, offrir une couverture étendue à très haute vitesse de débit pour Internet à une grande portion de la population qui n'a pas accès à Internet aujourd'hui. Puis on peut penser aussi que cette technologie-là va être utilisée par des grandes entreprises, par exemple, qui seraient à l'extérieur des couvertures cellulaires aujourd'hui, où est-ce qu'ils ont besoin, avec l'Internet des objets, de faire du monitoring, je cherche le terme français, là. Du monitorage. de différentes pièces d'équipement, par exemple, que ça soit des immenses camions, que ça peut être des transformateurs, ça peut être n'importe quelle pièce d'équipement, qu'on a besoin même des éoliennes qui pourraient être très loin des grands centres urbains. Donc, il y a vraiment un engouement aussi par rapport à Amazon Kuiper. En terminant, je vais absolument parler du volet formation qui est encore... Ça revient à chaque année, mais là, cette année, j'ai l'impression que vous avez mis vraiment la pédale au fond, là. Il y a 2 programmes, notamment. Il y en a un qui est vraiment versé sur l'intelligence artificielle générative. Et puis, il y a votre grand projet de former des millions et des millions de gens pour améliorer leur sort à eux, mais aussi le sort de leur communauté. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. On a lancé un objectif d'entraîner sur l'info nuagique 29 millions de personnes d'ici 2025. Puis, ça, c'est un an, là. Ben, ça fait un petit peu plus qu'un an. Ouais. Puis là, on est rendu déjà à 21 millions de personnes qui ont été formées. Et au Canada, il y a 200 000 personnes qui ont été formées. Aussi, ce qu'on a lancé il y a quelques semaines, c'est avec tout l'engouement de l'IA générative, il y a un grand manque dans le monde au niveau des compétences en IA générative ou en IA tout court. Donc là, on a lancé un programme qu'on va former 2 millions de personnes additionnelles gratuitement sur l'IA générative. Puis on a introduit 8 nouveaux cours. Puis ensuite on a aussi fait, on va donner 50 000 bourses dans le monde à des étudiants par exemple, du secondaire et de l'université pour être éduqués sur l'IA générative. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Puis, j'aimerais juste ramener, là, à chaque année, on se parle, là, on a une région à Montréal, oui. C'est important pour nous autres, puis c'est important pour tous nos clients qu'on a, comme la Banque nationale, Air Canada ou nos grands partenaires, qui profitent d'une région qui est basée à Montréal, qui est robuste, qu'on a déjà investi au-dessus de 1,4 milliard, puis qu'on prévoit investir encore beaucoup dans les années futures. Puis, ça nous donne une solution qui est robuste et qui s'assure que les données des clients sont au Québec. Vous parlez de clients corporatifs. J'imagine que dans le public aussi, vous êtes présent. Oui, on est définitivement dans le public. On a Alaya Care, qui est une entreprise publique. Les sites de québec.ca roulent sur AWS. On a différentes agences gouvernementales. Juste pour vous donner une idée, dans le monde, on a déjà 7500 agences gouvernementales qui roulent sur AWS. Jean Bourgault, merci beaucoup. Puis merci de l'invitation de venir voir tous ces travaux et toutes ces avancées ici dans le cadre de cet événement-là. On va se laisser et on va enchaîner tout de suite avec Jonathan Dillon, avec qui justement on va poursuivre sur le volet de la formation et il va nous donner plus de détails sur tout ce volet-là là, que vous êtes en train de mettre en place pour aider le sort des individus, mais aussi de la collectivité. Merci beaucoup. Merci Bruno, puis ça va être un rendez-vous annuel. J'espère qu'on va se voir l'année prochaine. Puis comme on dit, aujourd'hui, ça a été une année très occupée dans le monde des l'IA générative. Jonathan Dionne, bonjour. Bonjour. Amazon a investi depuis longtemps dans l'éducation, particulièrement en ligne, parce que c'est plus facile d'aller rejoindre des gens. Mais là, récemment, vous avez fait un grand coup au niveau de l'intelligence artificielle générative et vous avez lancé un programme qui s'appelle AI Ready. En français, je ne me souviens plus de la traduction. Qu'est-ce que c'est exactement ce programme-là? Oui, c'est le fait, c'est qu'on va avoir 2 millions de... En fait, il y a 3 portions. La première portion, c'est on a une portion de 8 cours qui sont gratuits, que les gens peuvent faire, puis peu importe où est-ce qu'ils sont dans leur carrière de penser à l'IA générative. Donc, que ce soit au niveau de c'est quoi l'IA générative ou des personnes qui prennent des décisions, donc les business leaders, exact. Puis ensuite, pour les personnes un peu plus techniques, il y a des choses comme du prompt engineering, qui est une nouvelle façon. Les requêtes, un ingénieur en requête. Là. Exactement. Puis c'est même ça, j'ai vu des choses de remplacer le langage SQL par du prompt engineering. J'en ai fait il n'y a pas longtemps en avant d'une classe, puis c'est vraiment amusant. Là. C'est une autre façon de penser. De la même façon, on parle à Alexa
ou etc. Là. Maintenant, c'est ça qui rentre dans notre code. Pour quelqu'un quelqu'un de technique, c'est un... c'est des choses... Oui, je suis habitué à select star from. Maintenant, c'est... pourrais-tu me donner en tant que professionnel de quelque chose, peux-tu me donner ou redis-moi ça comme si j'avais 5 ans ou c'est ça qui arrive. Donc, le prompt engineering fait partie de ça, mais il y a 8 cours en totalité. Ça, c'est une des portions. Et c'est 8 cours gratuits. 8 cours gratuits, exactement. Donc, tout ce qu'on fait, ou le programme en entier de AI Ready, tout est gratuit. Donc, la deuxième portion, qui est un investissement de le 2 millions ou le 50 000 là, en fait, qu'on veut donner en 50 000 personnes en bourse qu'on donne par le cours ça passe par Udacity. Donc, c'est une plateforme de learning en ligne. Puis, à la fin de tout ça, tu peux même avoir un certificat. Puis, ça, c'est pour des étudiants qui sont dans des communautés, que ça part de l'école secondaire jusqu'à l'université. Puis, ça va être 50 000 étudiants qui vont être là-dedans, qui peuvent, une fois qu'ils ont passé par il faut qu'ils aient fait le cours sur le Deep Racer avec nous, qui est une façon d'apprendre l'IA générative vraiment amusante. Là. Puis, une fois qu'ils ont passé par là, ils peuvent s'inscrire à pouvoir faire partie de cette bourse-là pour avoir le cours sur l'IA générative sur Udacity. Puis c'est fait pour les gens qui sont dans des milieux desservis, puis qui sont mal représentés, etc. Donc c'est ciblé vers eux là, en totalité. Puis la troisième chose qu'on fait avec le AI Ready, donc ça en fait beaucoup, là, mais les 8 cours, la bourse du côté de Udacity, puis l'autre c'est sur code.org. Donc on fait on participe avec eux où est-ce qu'ils vont faire c'est une façon d'apprendre l'IA générative, mais d'aller à des jeunes jusqu'à la maternelle. Donc, ça part de là jusqu'à la maternelle, aller à l'université. Puis, ça utilise le code.org, donc c'est en participation avec eux, où est-ce que c'est an hour of code. C'est comme ça qu'on l'appelle. Puis, où est-ce que tout le monde apprenne d'une certaine façon. C'est fait pour tout le monde. Là. Essayer d'apprendre l'IA générative parce que c'est vraiment... C'est comme la prochaine, c'est la révolution. Là. C'est la même révolution que quand moi, j'ai commencé en maternelle, première, deuxième année. On commençait à Rougemont à apprendre. On avait des anciens Commodore, puis on commençait à apprendre l'informatique. Mais maintenant, on commençait à apprendre l'informatique, mais l'Internet arrivait aussi en même temps. Puis ça a changé qu'est-ce que moi, j'allais faire dans ma carrière. On a la même chose qui arrive en IA générative. On essaie d'en apprendre le plus possible à la génération du futur. Autant pour nos clients d'AWS, des clients de tout le monde qui vont utiliser l'IA générative. C'est pas un remplacement de l'Internet, mais c'est de la même façon de combien de temps est-ce que ça a pris aux gens à apprendre qu'est-ce qu'il y avait sur l'Internet, l'information et tout, puis avoir un accès à ça. Tout ce changement-là est en train de se faire du côté de l'IA générative pour être capable d'aller encore plus rapidement. Donc, peu importe où est-ce qu'on est, la génération du futur doit savoir comment utiliser l'IA générative. Et là, on est presque en 2024. Si je ne me trompe pas, d'ici 2025, incluant 2025 probablement, vous voulez former 2 millions de personnes. C'est ça. Donc, ça fait partie du prêt pour l'IA. Donc, le but est de former 2 millions de personnes. En plus du 29 millions qu'on avait du côté de Training and Certification, qui était pour 29 millions de personnes de cours gratuits pour l'IA, pour l'info nuagique. Mm-hmm. Puis, ça, maintenant, on a un 2 millions qui est centré vers de plus, là, donc centré pour l'IA générative directement. On a fait un sondage en octobre cette année, là, puis avec Access Partners, puis eux nous ont, avec nous aussi en même temps, puisque ça nous a aidé à faire, c'est à savoir combien de gens, où était la demande, puis c'est vraiment ça. Là, notre but est d'en apprendre le plus possible à plus de monde possible, puis ça, c'est pas juste... C'est pas basé sur un seul pays. Là. C'est disponible au Canada, c'est disponible partout. Là. Donc, c'est vraiment essayer d'aider les gens, d'aider la nouvelle génération. AWS aurait pu décider d'inclure ça dans la grande académie AWS, oui, qui offre des milliers de cours. Mais là, vous avez vraiment décidé de faire 8 cours gratuits, presque grand public,
pour les initiés. Pourquoi? La chose la plus difficile, maintenant c'est une information personnelle de mon côté, l'affaire la plus difficile pour moi d'essayer d'apprendre une nouvelle technologie, c'est qu'il y a trop d'informations. Où est-ce que je dois aller? Par où est-ce que je dois passer? Il y a des learning plans partout, puis il y a tellement... J'ai eu des accès à des employeurs passés à énormément de librairies de cours, puis je sais pas où commencer. Même si je les voulais, c'était quelque chose que j'en ai entendu parler, puis je me disais, c'est super que cette compagnie-là me donne accès à, peu importe la technologie ou peu importe l'outil, mais j'avais un arrêt sur où aller apprendre. Puis maintenant, formé sur 8 cours, puis rester basé sur... Tout dépendamment de qui vous êtes. Premièrement, vous commencez avec l'IA générative, une introduction. Puis ensuite, qui êtes-vous? Un décideur? Allez prendre ce cours-là. Êtes-vous quelqu'un dans RH? Allez prendre ce cours-là. Êtes-vous quelqu'un de plus technique? Allez prendre le prompt engineering. Êtes-vous quelqu'un... Peu importe. Le but est de cibler les gens pour essayer de dire c'est comme ça que vous êtes supposé apprendre cette nouvelle technologie-là. Parce que c'est comme dire, va apprendre l'Internet. Ça peut être large. Mais je lisais que vous avez, selon vos chiffres, les gens aussi pourraient, on s'entend, là, vous n'allez pas faire des professionnels avec ces cours-là, mais c'est une grosse initiation. Mais juste en prenant cette formation-là, vous pourriez améliorer le sort des gens dans leur emploi présent et même augmenter leurs revenus, là. Absolument. On dit... selon le sondage, là, donc 25% d'augmentation de salaire que les employeurs sont prêts à payer là, de ce côté-là. Puis, il y avait même certaines statistiques à aller dire que eux disaient que même si 83%, là, si je me souviens bien du nombre de personnes ou les employeurs qui recherchent à avoir des gens qu'ils connaissent l'IA générative, ils disaient que 77% d'eux disaient qu'ils ne trouvaient personne. Donc, 83% en veulent, mais 77% disent qu'on n'est pas capable de trouver personne. C'est problématique. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent payer plus cher? Mais voilà, 25% plus élevé parce qu'ils connaissent l'IA générative. C'est de la même façon de quand les gens allaient mettre « je connais PowerPoint sur mon résumé, etc. » Mais c'est là où est-ce que avec le cours sur Udacity, on peut avoir un certificat qui peut être mis dans notre résumé. Puis maintenant, c'est comme aller mettre « je connais Office » maintenant. Mais de la même façon dont c'était avant, maintenant, on est capable de faire la même chose. De la même façon dont mettre Cloud dans son résumé, mettre les certificats avec le plus qu'un million de personnes certifiées qu'on a, puis depuis en 2022 cette statistique-là, puis un 29% qui a été augmenté depuis l'année dernière. Mais juste mettre ça dans son résumé, j'avais un pied dans la porte, là. C'est ça que je disais depuis 2017 que je donne des conférences aux gens, puis la seule chose que je leur disais, c'est aller chercher votre certificat. Si vous êtes vous voulez avoir un poste rapidement, aller chercher une certification, c'est une façon d'avoir un pied dans la porte. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir la job, mais vous avez un pied dans la porte. Vous passez votre candidature passe devant bien des gens. Exact. Jonathan, en terminant, des gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés par cette formation-là, où ils vont? Comment ça se passe? Donc, la première portion, tout dépendamment de où est-ce qu'ils sont, là, donc les 8, ils sont disponibles sur plusieurs plateformes, mais la plateforme principale est sur Skill Builder, donc skillbuilder.aws, puis il va y avoir les formations. La portion de Udacity, parce Udacity est un logiciel. Puis l'autre, la dernière pour le code, Hour of Code, celle-là, ça va être le 7 décembre que ça va être releasé, puis on va faire un announcement pour tout le monde peut aller sur, ça va être quelque chose de gratuit en ligne que les gens peuvent aller directement. Mais pour commencer sur Udacity, il faut, pour pouvoir avoir accès à la bourse, à la place de payer pour le cours, parce que le cours est, si je me souviens bien, $250 sans la bourse, le but est faut passer par notre cours sur DeepRacer. Puis celui-là est disponible par Skill Builder. Cours qui est assez amusant à faire, d'ailleurs. Ah oui. J'ai essayé. C'est plus un jeu qu'un cours, là, mais c'est ça, c'est très ludique, là. Oui. Puis même quand je fais ces événements-là, souvent, où est-ce qu'on le fait avec des vrais autos aussi, puis tout le monde qui me regarde faire ça me demande, tu travailles-tu vraiment? Si tu fais juste courir après une petite voiture auto pendant toute la journée?
Ben, je trouve que je travaille très fort, là. C'est beaucoup d'exercice physique, là. Mais non, c'est s'amuser, là. C'est ça, là. C'est juste de voir qu'est-ce que j'ai créé maintenant, être capable de se piloter au travers d'une piste de course, d'aller encore plus vite. C'est juste une façon d'apprivoiser l'IA d'une façon le fun. C'est ça le but, là. Donc, c'est ça. Jonathan Dionne, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'entrevue. Je vous parlais de maisons intelligentes au sommaire. Eh bien, je vous propose maintenant une entrevue avec le grand patron chez TELUS de la maison connectée, Dwayne Benefield, qui est vice-président principal maison connectée et divertissement chez TELUS. Et il a fait une présentation lors de l'événement reInvent AWS pour expliquer comment TELUS utilisait l'info nuagique et divers services là, de AWS. Et durant cette présentation, il a parlé de quelques nouveaux services que TELUS allait déployer au Canada et je voulais en savoir un petit peu plus. Alors, je lui ai posé quelques questions sur ce sujet. Dwayne Benefield m'a accordé cette entrevue en anglais et avec sa permission, je l'ai fait traduire par l'IA. C'est exactement sa voix et ça, c'est contrairement à la mienne qui prend un étrange petit accent français à l'occasion. Et vous remarquerez à la fin de l'entrevue, aussitôt que mon invité parle du Québec, l'intelligence artificielle corrige son accent pour lui donner une prononciation plus québécoise. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Allez, pour ma première question, je lui ai rappelé qu'en conférence, il annonçait que TELUS développait une plateforme de contrôle des appareils électroniques et électriques pour la maison qui allait être compatible avec toutes les marques et je lui ai demandé de nous présenter cette plateforme. Pour commencer, nous sommes déjà le plus grand fournisseur de sécurité domestique intelligente du Canada et celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec plus d'1 million d'abonnés payants à l'échelle nationale. L'année dernière, nous avons annoncé notre partenariat avec AWS pour déployer la première plateforme de maison intelligente agnostique au monde. Nous travaillons avec eux depuis 2 ans. Nous en sommes au stade où nous sommes prêts à la déployer dès le prochain trimestre avec les premiers services destinés aux consommateurs. Encore une fois, l'idée est de prendre ce qui est aujourd'hui de nombreuses applications pour un consommateur. Ils en ont. J'ai 39 applications. Certains en ont 2, d'autres 10. Et de nombreuses marques et appareils dans la maison, mais ils ne se parlent pas vraiment entre eux. C'est frustrant pour les utilisateurs. Nous allons maintenant débloquer le pouvoir de tous ces appareils pour simplifier et optimiser l'expérience domestique. Nous le ferons par le biais d'un assistant vocal unique ou d'un simple panneau de verre, dans ce cas comme une application TELUS pour la maison intelligente qui vous permettra de contrôler votre maison intelligente. Nous nous orientons spécifiquement vers les services. Plutôt que de vendre des appareils, nous vous vendons des services dont les consommateurs ont vraiment besoin et qu'ils veulent. Comme je l'ai mentionné dans la salle, l'un de ces services sera un service de gestion de l'énergie. Les gens sont aujourd'hui plus conscients qu'ils veulent non seulement contribuer à la protection de l'environnement, mais aussi économiser de l'argent. Notre service de gestion de l'énergie fera les deux en s'appuyant sur la puissance des appareils, en particulier les appareils intelligents, de sorte que nous puissions vous aider à réguler votre consommation d'énergie. Nous pouvons vous former, par le biais de la gamification sur l'application, à faire des choses avec votre lave-vaisselle vieux de 20 ans pour vous aider à économiser de l'énergie et à préserver l'environnement. C'est ce que nous ferons dans le Q1, qui sera notre premier service. Un autre service qui sera proposé plus tard dans l'année, et qui est lui aussi nouveau, s'appuiera sur l'espace bien-être. Car si l'on pense à la sécurité, il s'agit en grande partie de savoir si quelqu'un s'introduit dans ma maison, si quelqu'un se déplace dans ma maison, si quelqu'un brise une fenêtre, entre par une porte. C'est presque l'inverse pour les personnes âgées ou les personnes qui vieillissent sur place. Je veux m'assurer qu'elles bougent. Je veux m'assurer qu'elles entrent et sortent de la maison. Je veux m'assurer qu'elles téléphonent ou qu'elles le font. Nous nous appuierons sur cet espace en tirant parti de la même plateforme pour que nous puissions avoir des consommateurs, en particulier pas seulement les soignants, mais aussi les parents, les enfants, puissent s'assurer que les parents vieillissent sur place d'une manière satisfaisante. Y a-t-il un nom pour ce service? Il s'appelle en fait Amazon Ubiquitous Control, AUC en abrégé. L'autre service est Zero Touch, Amazon Zero Touch. C'est celui qui va vous permettre de faire du simple provisioning. Par exemple, aujourd'hui, si vous achetez une ampoule Philips Hue, vous allez chez Walmart ou Best Buy, vous devez la ramener chez vous. Vous avez un concentrateur, vous devez configurer le hub, définir un nom d'utilisateur, un mot de passe, visser l'ampoule, puis vous authentifier et vous y avez accès. Dans le nouveau monde, grâce aux nouveaux services en nuage, notamment Zero Touch, il suffit de rentrer chez soi, de sortir le produit de sa boîte, de jeter le concentrateur, visser l'ampoule, et votre maison télé intelligente vous dira « Je vois que vous avez une nouvelle ampoule. Voulez-vous l'ajouter à votre maison intelligente ?» Vous dites simplement oui. Quelle pièce? Le foyer.
Voulez-vous qu'elle s'allume automatiquement la prochaine fois que vous entrez? Oui. C'est fait. Ce qui prenait 2 heures à certains ne prend plus que 30 secondes. Alors après qu'il m'ait donné cet exemple, je lui ai dit que j'avais l'impression qu'on pouvait déjà faire ça avec des produits en utilisant la norme Matter ou matière en français. Et voici ce qu'il m'a répondu. La matière est un protocole, une partie du secret du service, si vous étiez la plateforme, est que nous veillons à ce que cette plateforme de maison intelligente tire parti de tous ces protocoles de communication. Vous faites référence à Matter. Ce qui est populaire aujourd'hui, c'est le Wi-Fi, le Bluetooth, mais aussi le Zigbee, le Z-Wave. Matter n'en est qu'un autre. C'est une évolution de Zigbee ou Z-Wave. Nous l'utiliserons en même temps que des produits tels que PowerG. En fait, nous serons également agnostiques en matière de communication. Par ailleurs, Matter ne sera disponible que sur les appareils les plus puissants et uniquement sur les nouveaux appareils. Notre solution est rétrocompatible avec tous les appareils que vous avez déjà chez vous. Si vous avez 30 capteurs de fenêtres qui sont tous Z-Wave ou Zigbee, ils fonctionneront. Vous n'avez pas besoin d'acheter de nouveaux appareils. Si vous achetez des dispositifs Matter, tant mieux. Ils fonctionneront encore mieux. Et pour les clients de TELUS qui nous écoutent, y a-t-il un nom pour ces services de TELUS? Nous avons Smart Home Plus. Nous le commercialiserons de la même manière que nous le faisons aujourd'hui avec Smart Home Secure. Il y aura des noms spécifiques pour chacun des services ou UGS. Aujourd'hui, il y a la caméra, le contrôle, etc. Nous nous appuierons sur des noms similaires pour que vous sachiez ce que vous achetez. Si vous achetez le service de gestion de l'énergie ou de détection des dangers, il sera essentiellement alimenté par la plateforme Smart Home Plus. En terminant cette entrevue, je lui ai dit que puisqu'il travaillait à développer de nouveaux services chez TELUS, le futur pour les clients de TELUS, je lui ai demandé sur quoi il était en train de travailler présentement. Dites-nous ce qui est passionnant. La plateforme de la maison intelligente n'est qu'un élément parmi d'autres. Comme je l'ai dit, je supervise tous les produits et services destinés aux consommateurs. Nous sommes très enthousiastes quant à la direction que nous prenons dans le domaine du divertissement. Comme vous le savez peut-être, nous avons lancé Stream Plus cette année. Stream Plus est la première offre groupée de services OTT haut de gamme au monde. C'est presque comme la grande réagrégation de la télé. Désormais, il suffit d'un seul abonnement pour accéder à vos contenus OTT préférés. Aujourd'hui, cela inclut Netflix, Apple TV+, et Discovery+. Nous lancerons une autre version de ce service dans le courant de l'année. C'est ce que j'appelle le nouveau câble de base. Les consommateurs qui veulent vraiment se pencher sur, comme au Québec, si c'est là que vous vous concentrez, c'est comme si je voulais le meilleur de l'OTT dans un abonnement où je peux vraiment faire des recherches et naviguer de manière personnalisée. En fait, au Québec, qui était votre base, je crois, n'est-ce pas? Elle s'appelle en fait InContinu Plus. La prochaine version s'appuiera également sur un contenu plus français. Je ne peux pas encore donner de nom, mais vous pouvez penser aux applications OTT françaises les plus populaires et vous attendre à ce qu'il y ait plus de contenu français. Le monde de la santé carbure de plus en plus à l'intelligence artificielle pour s'organiser et j'ai rencontré à Las Vegas une entreprise canadienne qui œuvre dans le domaine de la santé et je vous propose cet entretien avec le vice-président principal de génie logiciel chez AlaCare. Jean-François Gaillard, qu'est-ce que c'est AlaCare? Donc AlaCare, c'est une compagnie qui a été fondée en 2014, qui a à peu près 600 employés. C'est une compagnie canadienne qui a été fondée entre Toronto et Montréal. Et on fournit une solution d'une plateforme SaaS, Software as a Service, dans le cloud, sur AWS. Et c'est une solution pour le home care, home help, home care, donc les soins à domicile en français, et qui est utilisée au Canada, aux États-Unis et en Australie et Nouvelle-Zélande. Et on fait à peu près en ce moment 5 millions de visites. Donc notre plateforme est critique pour les opérateurs de soins à domicile, qu'ils soient publics, privés. Et on fait à peu près 5 millions de visites par mois en ce moment et ça grossit. Okay. Quels sont vos utilisateurs? Est-ce que ce sont des professionnels? Est-ce que ce sont des établissements? Qu'est-ce que c'est au juste? Donc le client, c'est soit un gouvernement comme au Québec ou en Colombie-Britannique où c'est directement géré par le gouvernement, par les autorités provinciales de la santé, ou ça peut être des entreprises privées comme le modèle en Ontario ou aux États-Unis qui prennent notre plateforme comme outil de gestion. Et donc ça interface avec toute l'entrée des cas
pour les gens qui vont être à domicile. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme conditions et qu'est-ce qu'il leur faut comme type de visite? Est-ce que c'est plus clinique avec des infirmières, thérapeutes, ou est-ce que c'est plus pour aider, pour faire des douches ou aider à sortir du lit ou des choses comme ça? Donc, on va avoir l'entrée des données pour les soins à domicile sur la plateforme. Et ensuite, on va faire tout ce qui est la partie planification. Donc, on a les employés avec certaines qualifications, et puis on a les clients, les patients qui ont aussi certaines conditions et qui ont droit à certaines visites et pour certaines opérations. Et donc là, on va faire le match. On va créer les visites avec les patients et les employés. Et donc, on utilise de l'AI là-dedans parce qu'en fait, il y a beaucoup de complications dans le sens où il faut matcher, il faut aligner les employés avec les bons skills, les bonnes compétences. Si on a besoin de faire du clinique, il faut une infirmière. Si c'est moins clinique, on va avoir une autre personne. Il y a aussi la route, donc on veut minimiser les déplacements, que ce soit en transport en commun ou avec la voiture. Donc il faut minimiser les déplacements pour faire les parcours des clients. On veut aussi avoir les préférences, donc il y a certains employés qui veulent pas aller dans des maisons où il y a un chien, par exemple, s'il y a des allergies, ou une maison non-fumeur. Donc il y a tout un ensemble de paramètres, et donc on utilise l'intelligence artificielle pour faire ces planifications. Et puis ensuite, on fait toute la partie de paiement, des fois, pour certaines les entreprises privées surtout, toute la partie de paiement des employés, la partie de faire des factures pour envoyer à les payeurs qui peuvent être des assurances, du privé ou des gouvernements, selon les modèles, ou une combinaison. On a des combinaisons aussi de ça. Donc ça, c'est là un peu ce qu'on fait sur la plateforme, plus toute la partie de rapport et d'analytique derrière. Donc, c'est vraiment pour aider à optimiser la gestion des soins à domicile. Est-ce que vous allez jusqu'à avoir une passerelle qui se rend jusqu'au dossier médical là, des gens qui sont traités? Absolument, absolument. On fait des intégrations, donc dépendant des modèles, mais on intègre, par exemple au Québec, on intègre directement avec les systèmes électroniques, donc avec certains CIUS où on a des intégrations, et les informations qui sont prises au niveau clinique vont se rendre jusqu'à l'hôpital. Donc si une personne est hospitalisée, on a ces informations-là qui sont disponibles. Est-ce que c'est compliqué de faire parler ces bases de données-là de l'une à l'autre à votre système? C'est l'intégration, c'est quelque chose, c'est des technologies qui sont assez connues, c'est ce qu'on appelle les API. On échange des fichiers, des fois on échange des données à travers des appels. Donc c'est plus de définir les bons protocoles. C'est pas toujours standardisé, donc il faut s'adapter. Il y a beaucoup de codes, mais on a des plateformes d'intégration qu'on utilise, et puis on a des équipes qui font ça, qui ont l'habitude. Donc en général, quand il y a une volonté des deux côtés, ça se fait assez vite. Comment vous gérez la partie de données privées, de sécurité par rapport à l'information qui passe à travers tout votre système? Oui, absolument. C'est en étant dans la santé, c'est quelque chose qu'on pense tout le temps. Donc, on a toute la partie, les données, je cherche mes mots en français, mais c'est les PII, les Personal Identifiable Information, et les PHI, c'est Protected Health Information. Donc, toutes les données privées, qu'elles soient de santé ou pour reconnaître une personne. Donc, depuis le début de la compagnie, ça a été vraiment un des concerns. Et ce qu'on fait, donc, on encrypte toutes les données qui sont au repos, on encrypte les données en transit. Quand on fait des intégrations, c'est encrypté. On a beaucoup de contrôle d'accès, donc par exemple, telle infirmière peut avoir accès juste à des dossiers patients qui sont sur ces groupes de travail. Donc, il y a des niveaux, là. Il y a, oui, plein de niveaux et qui sont configurables. Ensuite, toute la partie intelligence artificielle, donc on est vraiment où on fait des training de modèles, on apprend au modèle avec des données qui sont anonymisées, donc il n'y a pas de données privées là-dedans. Et puis pareil, toute la couche
quand on a des modèles prédictifs d'intelligence artificielle, les données qui sortent, on a des filtres pour éviter de poser des questions, pour essayer d'aller chercher des données privées qu'on n'a pas le droit avec ces genres de dialogues. Et on a des filtres qui permettent d'assurer que les niveaux de protection sont conservés. Vous avez mentionné à plusieurs occasions l'intelligence artificielle qui est intégrée à même votre solution, mais auparavant, là, vous aviez des algorithmes quand même, vous aviez des bases de données qui se géraient. En quoi la dernière année a changé ou a bonifié votre système? Parce que là, on parle justement d'intelligence artificielle, de LLM qui permettent d'aller plus loin. Quelle a été l'évolution de votre service, de votre solution? Oui, donc sur la partie LLM, on avait déjà commencé avant que ChatGPT sorte, et donc on avait déjà des modèles là-dessus. Mais un exemple par exemple, c'est sur le risque des profils, le risque des clients. Donc on a un élément avec toutes les notes qui sont prises. On peut aller chercher les informations dans du langage non structuré et on peut aller extraire des informations qu'on avait de la difficulté avant ces large language, ces modèles d'aller chercher. Par exemple, dans une note, on va dire quelqu'un est tombé, il s'est fait mal au dos, et puis il a pas trop mangé, est-ce qu'il a des boutons rouges sur le dos? Et donc avec ça, avant on pouvait faire, on avait un simple pattern recognition ou quelque chose de plus avancé, mais c'était plus difficile. Maintenant, on peut dire au modèle, va me chercher s'il y a eu si le patient est tombé. Va me chercher s'il y a des problèmes de peau. Va me chercher. Et donc là, il va aller chercher dans toutes les notes et va revenir avec l'information, avec un niveau de probabilité, donc, qui permet au clinicien de voir la probabilité de ce que le modèle a trouvé. Donc ça permet d'avoir des choses, de comprendre l'information qui a été rentrée d'une meilleure façon et aussi de résumer. Donc on a une partie qui permet de résume-moi toutes les visites qu'il y a eu dans le dernier mois, et quand je vais comme personnel de soins ou dans une visite, je vais pouvoir voir un résumé court qui a été généré. C'est beaucoup plus efficace. Puisque vous avez cette puissance-là d'analyse, est-ce que vous savez s'il y a de vos clients qui l'utilisent même pour faire de la projection? Oui, on fait beaucoup de prédictions avec l'intelligence artificielle. On fait de la prédiction des employés qui vont quitter, donc à l'avance. On fait de la prédiction pour les risques. Qui c'est qui va être réhospitalisé? Quelqu'un qui sort de l'hôpital, est-ce qu'il va être réhospitalisé? Et ça, on a des clients. Par exemple, j'en pense à un aux États-Unis. On a fait des analyses avec eux et on était capable de prédire à 80%, 24 jours à l'avance, si quelqu'un allait être réadmis à l'hôpital. Et aux États-Unis, il y a tout un côté où les agences ont un premium ou discount, elles sont payées plus ou moins si le patient est réadmis à l'hôpital 30 jours, dans les 30 jours suivant sa décharge. Mais avec autant d'informations, le monde de l'assurance doit s'intéresser à ce que vous avez. Si c'est pas pour le dossier actuel, c'est pour la prévisibilité de la chose. C'est un bon point. On travaille pas du tout avec les assurances. Pour nous, c'est les fournisseurs de soins à domicile, qu'ils soient gouvernementaux ou privés. Après, de leur côté, ils pourront peut-être voir comment ils vont travailler avec les assurances, mais c'est pas de notre domaine. Comment vous voyez la prochaine année? Parce qu'évidemment, là, vous êtes en train de bonifier votre plateforme. Qu'est-ce qui s'en vient? Ce qui s'en vient, c'est plus d'interaction au niveau des caregivers. Donc, rajouter de l'efficacité, de la productivité, ceux qui font les soins à domicile, de leur donner des outils qui permettent d'aller plus vite. Donc, par exemple, quand on a quelqu'un qui veut coordonner 40, 50 personnels qui vont aller faire des soins à domicile, aujourd'hui, il faut avoir toutes les disponibilités de chacun qui sont rentrés dans le système. On fait un match avec de l'intelligence artificielle, mais après, il faut vérifier. Donc, c'est envoyé sur l'application mobile, mais si la personne n'appuie pas, oui, je vais le faire, la visite, on ne sait pas, donc il faut l'appeler au téléphone. Donc, il y a toute une partie de confirmation qui peut être fait avec un échange de dialogue, donc une interface plus efficace, plus rapide, moins coûteuse dans le sens où il y a personne qui est impliqué pour confirmer avec les gens. Donc, c'est un exemple qui va apporter de l'efficacité. Et puis d'autres au niveau risque, encore une fois, de pouvoir les cliniciens les focuser sur les cas qui sont plus critiques au niveau de... Mais ça, c'est pas le futur, là, mais on va faire plus de
ça permet des recherches aussi médicales. Par exemple, maintenant qu'on a toutes ces données, qu'on peut voir toutes les conditions qui se passent, ça nous permet de travailler avec des cliniciens, de voir finalement quelles sont les interventions qui ont fait quel événement, qu'est-ce qu'aura été les résultats de ces interventions pour améliorer finalement la prise en charge à domicile. C'est ça, ce qui sent bien. Tiens, autre rencontre que je vous partage, celle-là, je l'ai fait dans le salon de l'événement reInvent, où c'est un énorme salon des fournisseurs et des partenaires de AWS. Et parmi ces gens-là, j'ai trouvé cette année une entreprise française, également installée au Canada, qui utilise avec ses clients et pour ses clients l'info nuagique et l'IA d'AWS. Voici ma rencontre avec le PDG de SIAS Partners. Oui, bonjour, je suis David Martineau, je suis Deputy CEO d'une société qui s'appelle SIA Partners. SIA Partners, c'est à la base un groupe de conseil en management qui s'est créé à Paris en 99, mais maintenant on est présent dans 20 pays, 45 bureaux, et en particulier nous avons des bureaux au Canada, notamment à Montréal, aussi à Toronto, à Calgary. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on vous retrouve ici à Las Vegas dans le cadre de l'événement d'AWS? C'est vrai que c'est tout à fait surprenant puisqu'il y a très peu de sociétés de conseil en management et c'est à la base pas vraiment un salon pour ce type de profil et ce type de sujet. Alors nous on a développé depuis quelques années une vision un peu complète du conseil et un peu sans couture entre trois parties. Une partie vraiment le métier de base du conseil en management, c'est-à-dire aider les transformations d'entreprise, avec une vision très sectorielle où nos consultants sont attachés à connaître bien un métier, le transport, l'énergie, la banque, etc. et autres. Et puis depuis quelques années, on a développé une énorme composante en intelligence artificielle, avec une business line dédiée pour ça, qui aujourd'hui est forte d'à peu près 300 data scientists. Donc c'est une grosse équipe. Alors, on est 3000 au global chez SIA. 300 data scientists pour 3000, le ratio est relativement énorme. Et puis souvent, quand on parle d'ailleurs de sociétés de conseil en management, conseil en affaires, comme on le dirait à Montréal, quand on parle de ça, on a souvent une petite confusion. Les gens parlent de data scientist parce que le mot est à la mode, mais souvent il y a beaucoup de data analyse, de choses assez simples et autres. Nous, ce sont vraiment des gens qui savent faire des modèles, qui sont des vrais data scientists, des vrais actuaires, des vrais quants. Et donc cette équipe s'est développée de façon ultra rapide en 5 ans. Et donc typiquement aujourd'hui, en Amérique du Nord, on a un peu plus d'une soixantaine de profils qui sont des gens qui savent faire. Et on combine donc les approches de un premier pilier chez nous qui est le management avec sa vision, je sais définir les cas d'usage, aider les clients à comprendre le cas d'usage, le retour sur investissement. Ma partie dont je m'occupe moi qui permet effectivement de dire on va réussir à faire les modèles et à développer les modèles et à faire tourner ces modèles, les mettre en production, accompagner nos clients à les faire tourner en production pour qu'ils soient insérés dans les process de l'entreprise de façon permanente. C'est pas une preuve de concept ou c'est pas un sujet, c'est des choses qui viennent aider les process tout le temps. Et puis on a également une partie à la fin qui fait tout, en plus de créativité and design, qui vient faire toutes les interfaces pour que ça soit joli pour les utilisateurs, puisque ce qu'on vend finalement c'est quelque chose à la fin qui va servir à un utilisateur métier et pas du tout à un data scientist. Voilà. C'est ce qu'on fait. Et c'est le fait d'être très sans couture qui nous permet de faire des choses qui sont assez compliquées, dans lesquelles finalement un client a une idée, une page blanche, et il se dit j'aimerais bien aller très vite là-dedans. Donc on a vraiment développé ce métier, ce qui est vraiment une particularité. Et puis si je vais encore un peu plus loin, on a même aujourd'hui une phase qui est d'éditeur de logiciels dans lequel on a construit certaines briques parce que nos clients nous demandaient tout le temps la même chose sur certains morceaux. Et donc plutôt que faire et refaire, ce qui est toujours intéressant, mais ce qui est quand même une perte de valeur, je trouve, pour tout le monde, y compris pour nos propres consultants qui peuvent s'embêter un peu à refaire la même chose, eh bien on est capable de venir insérer des morceaux qu'on a construits et dans ces morceaux qu'on a construits, ça permet d'accélérer le temps des projets. Et donc tout ça, évidemment, quand on discute avec des gens type AWS, on voit deux choses. Le premier, ils sont intéressés par notre approche très cas d'usage, parce qu'elle vient de notre ADN de conseil et vraiment très cas d'usage. Et du fait que nous, on discute avec les directions métiers, on discute pas trop avec les parties IT ou autres, c'est plutôt les directions métiers. Donc en fait, on est très complémentaires. Donc, et donc du coup, on fait beaucoup
cas d'usage en commun, de go-to-market en commun, sur lequel on fait tourner bien sûr nos services sur des plateformes de type AWS, ce qui permet vraiment de garantir, et ça on est très content du partenariat, ça nous permet de garantir que ça tourne 24/7, alors que nous... La transparence complète. Oui, et puis, alors dans nos clients, mais c'est un fait comme ça, on a beaucoup de clients qui ont des process vraiment critiques. On aide à faire du pilotage de réseau électrique, on aide à faire du pilotage de transport, de la maintenance en temps réel des avions quand ils viennent d'atterrir, etc. et autres. Si l'infrastructure elle est en panne, en fait, elle ne peut pas être en panne, elle ne peut jamais s'arrêter, etc. et autres. Et donc là, on a trouvé, nous, avec AWS, un partenaire qui nous convenait bien. Et donc voilà, et on fait beaucoup de choses. Alors, en plus, là, depuis quasiment un an, avec l'explosion du Generative AI, on a encore beaucoup plus de cas d'usage que ça. Donc nous, on faisait déjà des large language models depuis assez longtemps. Depuis 5 ans ou autre, on avait déjà des modèles qui tournaient, mais là, ça se multiplie dans tous les sens. Mais là, est-ce que vous avez entendu la présentation ou l'annonce de Q ce matin? Oui. Ça vient se placer où, ça, dans votre offre? En fait, il y a des choses dont on sait qu'elles vont devenir... Il y a des choses qu'on a développées, enfin... Tout à l'heure, dans la présentation de ce matin, il y a des sujets sur lesquels on les a là aussi en vidéo sur notre stand. Ça fait 8 mois que ça tourne chez nous. Bon, alors, on sait que on a encore plus que de clients qu'AWS pendant quelques heures. Oui, mais dans votre cas, est-ce que ça s'ajoute? Est-ce que ça vient bonifier ou est-ce que c'est à côté? Nous, notre sujet, c'est de délivrer un use case à un client final. Donc, on a une stratégie de make or buy tout le temps. Donc, autrement dit, si le truc existe déjà et qu'il tourne avec le bon niveau de performance, le bon niveau de prix haute, pourquoi est-ce qu'on irait refaire quelque chose qu'on peut proposer aux clients de façon propre? Ce qui ne marche pas, c'est quand ça commence à être trop général, trop généraliste ou autre. Je prends un exemple sur le Generative AI dont on parle beaucoup. Nous, aujourd'hui, on fait tourner tout un tas de modèles de Generative AI, évidemment, pour nos clients. Mais on a construit nos propres modèles, alors on n'est pas fabricant de large language models, mais on fait du fine-tuning de ces modèles. Et on a construit, par exemple, des modèles qui sont dédiés au reporting ESG, d'autres qui sont dédiés aux banques ou aux fonds pour faire du M&A, etc. et autres. Des endroits où ces fonctions, les hyperscalers ne vont pas aller chercher ce genre de sujet. Et pourtant, la valeur, elle va être là. Parce que c'est là qu'on va pouvoir, entre un cabinet, entre une de ces entreprises qui va utiliser les outils généralistes et celle qui va pouvoir avoir le truc qui va beaucoup plus vite, on fait ces sujets-là. Alors avec en plus des fois des contraintes qui peuvent être particulières. Par exemple, dans le reporting ESG, nous on s'est dit, le premier sujet qu'on ne peut pas faire, c'est faire tourner un modèle génératif avec des énormes modèles à quelques centaines de milliards de paramètres qui consomment énormément alors qu'on est en train de faire un rapport ESG. Ça n'a aucun sens. Donc, mais du coup, ça parle très bien quand on va voir un responsable ESG d'une entreprise et qu'on lui dit, nous, on a construit un modèle qui ne sait pas bien parler toutes les langues, mais qui sait parler le rapport ESG. Et il est 1000 fois plus petit, au moins, voire 10 000 que les modèles récents. Voilà. Voilà, donc vous voyez, alors on est sorti de nos... là, on voit la combinaison des sujets. C'est-à-dire nos équipes métiers nous ont dit, on pense qu'il y a un sujet intéressant sur le reporting et autres. Nos équipes techniques data science ont mis en place ce sujet-là, on l'a mis en ingénierie et puis derrière on le propose comme un produit et qui tourne sur AWS. Voilà. Alors quand vous voyez un événement comme celui-ci avec énormément d'entreprises qui roulent sur l'écosystème d'AWS, qui en font bénéficier leur clientèle, comment vous positionnez votre entreprise dans cet écosystème-là? Alors, il y a deux choses. Hein. Évidemment, on est à la fois client et partenaire d'AWS. Hein. On est client puisque finalement tous nos produits en interne, donc la partie notamment édition de logiciels et puis les sujets de R&D qu'on fait autour des modèles et autres, on a une dizaine de labs de R&D, tout ça tourne sur des clouds, dont AWS évidemment. Nous, on se positionne de façon assez claire. Encore une fois, je reviens, notre sujet, c'est le cas d'usage. Notre sujet, c'est le cas d'usage. Il y a beaucoup d'entreprises, tout autour de nous, là, si on regarde tous les stands, c'est des gens qui proposent des produits techniques. Et donc, plein qu'on utilise. D'ailleurs, là, on a Grafana et autres, on l'utilise et autres. Nous, on n'est pas dans ce sujet-là. On vient empiler des briques qui existent, on rajoute les briques qui n'existent pas, on construit les modèles, on les optimise quand ils n'existent pas. Et avec ça, eh bien, on propose une réponse à un cas d'usage. Donc vous êtes vraiment dans le sur-mesure. On est dans le sur-mesure, sauf pour les sujets sur lesquels on sait que ça va être réutilisé tout le temps, où là, on fait du développement. Je vous donne un exemple. Je parlais tout à l'heure de pilotage du réseau électrique. Tout le monde a les mêmes contraintes aujourd'hui dans des réseaux électriques. Alors, si on parle d'Hydro-Québec ou autre, on va les trouver. Tout le monde a les mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'il y a une nouveauté énorme qui est l'arrivée des véhicules électriques et de plus en plus de générations type éolienne ou panneaux solaires. Alors, au Canada, vous avez en plus beaucoup d'hydraulique, etc. et autres, mais dans beaucoup de pays, il n'y en a pas. Il y a beaucoup Et ça change complètement la donne pour les opérateurs de distribution d'électricité. Parce que là où avant, ils n'avaient juste à prévoir qu'une seule chose, c'était la demande des consommateurs, ce qui n'était déjà pas toujours évident,
et à ajuster le programme de centrales nucléaires, gaz ou tout ce que vous voulez en fonction de cette prévision de demande. Aujourd'hui, ils savent ni quelle est la demande des consommateurs, pas plus qu'avant. Enfin, elle est encore plus un peu déformée parce qu'il y a des nouveaux usages type le véhicule électrique. Et en plus, ils ne savent pas non plus que les consommateurs ou les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques vont produire. Donc ils ont une double contrainte qui est de se dire à chaque... Et là, il faut que le réseau soit équilibré à chaque seconde. C'est pratiquement pas stocker l'électricité. Et donc à chaque seconde, il faut faire ça. Donc quel est le sujet pour faire ça? Il faut savoir faire plusieurs choses. Il faut savoir prévoir la météo de façon très précise et en chaque point et de façon à la fois à long terme, très long terme, pour prévoir les dimensionnements du réseau à 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et à la fois, il faut savoir le prévoir dans les 5 minutes qui vont venir pour pouvoir se dire est-ce que je dois couper une capacité à un endroit ou couper même de la demande en cas de sujet un peu fort et autres. Et ça, c'est des nouveautés. Donc nous, typiquement, qu'est-ce qu'on apporte là-dessus? 2 briques génériques. On a une brique qui fait de la météo. Alors, on n'est pas du tout météorologue. On achète des prévisions météo à tout un tas de brokers et on construit des choses qui sont, à notre goût, plus précises dans le temps et dans l'espace. Notre sujet, c'est vraiment d'être très présent régulièrement. Je prends un exemple. En France, on peut arriver à faire 48 000 prévisions météo toutes les 15 minutes, correspondant à des plaques d'éoliennes. Voilà. 48 000 prévisions toutes les 15 minutes pour le court terme. Bon, donc, ça, c'est un module qu'on a sur étagère. Et du coup, il arrive, 5 secondes après, il est plugué, ça tourne sur AWS. On a 500 téraoctets de données et ça augmente de plusieurs gigas par jour pour faire ce sujet-là. On a une autre brique qui sait bien faire ce qu'on appelle des séries temporelles, donc qui sait bien essayer de trouver des événements et autres, et de faire des prévisions en fonction du passé et d'éléments futurs. On arrive aussi avec cette plateforme dessus. Et puis après, on a le réseau du client, et franchement les réseaux des clients ils sont très hétérogènes. Même s'il existe des grandes marques, GE, etc. et autres, qui ont des produits, en fait les gens ont souvent bricolé plein de choses de façon personnelle, et je ne dis pas ça pour être critique, c'est la vérité. Donc en fait, le last mile il est énorme. Pour autant, on peut vraiment accélérer les choses. Et donc on a un de nos clients qui fait souvent de la pub pour nous, par exemple en Écosse, qui s'appelle Scottish Power, qui effectivement a mis, entre le moment où il s'est dit je voudrais intégrer le pilotage de mes éoliennes, et ils ont énormément de vent en Écosse, je voudrais intégrer ça, et le moment où on est passé de l'idée de la feuille blanche avec nos équipes métiers énergie, nos data scientists et nos équipes du X et autres, entre le moment de la feuille blanche et le moment où on est en production 24/7 à piloter le réseau électrique en temps réel, il s'est passé 6 mois. Et ça, c'est des projets de référence parce que, raisonnablement, on ne sait pas faire ça si on n'a pas de briques sur l'étagère, on ne sait pas faire ça si on n'a pas fait une R&D énorme avant sur ce type de sujet. Et donc après, on l'a déployé sur plein de sujets. Et puis si je peux terminer pour une anecdote sur celui-là, vous l'aurez, mais une anecdote, c'est que typiquement cette plateforme, on l'a mise en place avant le Covid. Or, il se trouve que, de façon très claire, l'Écosse, c'est un pays qui est exportateur net d'électricité quand il y a beaucoup de vent, notamment vers l'Angleterre un peu plus au sud, et qui est importateur quand il n'y a pas de vent. Donc, on arrive au moment du Covid. C'est en mars. En mars, en Écosse, il y a du vent. Donc, beaucoup d'électricité exportée vers l'Angleterre. Mais sauf qu'avec le confinement, partout, demande énormément en chute. Et donc, impossible de trouver, d'exporter cette électricité parce que l'Angleterre n'en veut pas. Et donc, du coup, il faut arriver à couper des éoliennes au bon moment pour pas, s'il y avait trop d'électricité, comme ça ne se stocke pas, ça ferait casser des équipements sur le réseau, surgénérer de l'électricité. Donc il faut la couper au bon moment et surtout pas trop la couper parce que sinon vous mettez les gens dans le noir. Et donc typiquement, ils avaient eu de la chance, on avait fini le projet, donc je vous ai dit en 6 mois, on l'a fini 3 mois avant le Covid, un hasard complet, c'était pas du tout prévu. Et bien tout s'est passé tout seul, ils n'ont eu aucun problème, ils savaient exactement quelle éolienne brancher à tel moment, c'était sans effort. Voilà un exemple de ce qu'on fait. Donc on est vraiment une boîte de conseil, mais qui est vraiment à passer son pied dans un élément technique. Et quand on vient ici chez AWS, pas beaucoup de concurrents ici, on a beaucoup de partenaires ou de fournisseurs ou de sujets et autres. Et nous, on vise plutôt des clients finaux, métiers, qui ont envie de travailler sur un cas précis. Voilà. Et merci pour votre histoire. Et merci beaucoup, c'est très gentil d'être passé nous voir. Dans cette édition spéciale de Mon Carnet, produite en direct de l'événement reInvent d'AWS à Las Vegas la semaine dernière, j'ai fait 2 entrevues en anglais. Voici la seconde que j'ai traduite, je vous le rappelle, par intelligence artificielle avec la permission de mon invité, le responsable mondial pour AWS du secteur voyage et hôtellerie. Et c'était intéressant de parler avec Massimo Morin car quand on pense à AWS, à l'info nuagique,
on ne pense pas nécessairement à eux dans l'industrie du transport aérien et dans l'hôtellerie. Pourtant, ils sont très présents. Je lui ai demandé quel type de service ils offraient aux acteurs de cette industrie. Ainsi, l'informatique en nuage est omniprésent. Il est partout. AWS a en fait démocratisé l'accès au nuage. Nous avons commencé en 2006 et aujourd'hui, nous sommes l'ensemble de services le plus large et le plus profond qui existe. Mais si vous y réfléchissez, que ce soit pour un avion qui vole, une chambre qui accueille nos clients ou un restaurant où l'on passe une commande, la technologie est intrinsèque au système. Je discutais justement avec United Airlines et ils utilisent de gros ordinateurs centraux vieux de 55 ans qui vous aident à réserver un billet, à faire la réservation, à obtenir l'enregistrement, etc. L'industrie du voyage et de l'hôtellerie est donc une industrie très sociale. Mais en même temps, il y a beaucoup de technologies anciennes derrière elle qui doivent être modernisées. Ce qui s'est passé, c'est que les attentes des clients n'ont cessé d'évoluer. Si vous y pensez, si vous commandez un Uber, si je commande un Uber et que je dois attendre plus de 4 minutes, j'annule et j'en commande un autre. Si vous mettez cela en perspective, lorsque vous parlez à une compagnie aérienne et que vous faites une réservation par téléphone, si vous allez sur un site web, vous voulez un résultat immédiat. Donc, puisque je veux dire, si vous pensez à une compagnie aérienne, la plus ancienne compagnie aérienne au monde, a 103 ans, Qantas, KLM, Avianca. Elles ont été les premières à adopter l'ordinateur central. Elles ont donc été les premières à adopter les technologies modernes telles que la gestion des revenus, le fait que vous essayez de réserver un billet aujourd'hui et demain, le changement de prix et ainsi de suite en fonction de la demande. L'avènement de l'Internet leur a permis de démocratiser l'accès à la réservation d'un sous-service, n'est-ce pas? Vous allez sur un site web et vous réservez sur ce site. Mais pensez-y, la complexité du pilotage d'un avion, la maintenance, les gens qui sont derrière, ils sont exceptionnellement bien gérés. Il y a 100 ans, il fallait 6 mois de bateau pour traverser le monde. Aujourd'hui, en quelques heures, vous êtes à Montréal, à Paris ou partout ailleurs. La technologie est donc intrinsèquement liée au succès de ces entreprises. Le défi est que les attentes des clients et la capacité à surmonter les défis du secteur, comme les pandémies ou les hauts et les bas qui se produisent, les obligent à être très agiles. Et il n'y a pas de meilleur moyen d'être agile que d'adopter la technologie en nuage parce que vous pouvez l'augmenter ou la diminuer en fonction de vos besoins. Et en fait, vous voyez, les voyages d'affaires sont très saisonniers. Les gens voyagent beaucoup pendant l'été et moins pendant l'hiver. Alors pourquoi devez-vous fournir des services d'infrastructure technologique pendant la période où vous ne les utilisez pas? L'évolutivité, c'est-à-dire la possibilité d'augmenter ou de diminuer la capacité du système. La résilience. Vous voulez que le système fonctionne et qu'il reste opérationnel en permanence. Ils utilisent donc la technologie pour améliorer l'expérience du client et donc fournir un meilleur service à la clientèle, des expériences connectées lorsque vous êtes dans le voyage, ou le bon produit au bon moment dans le bon canal avec la personnalisation, la vente au détail est essentielle. La deuxième composante est, étant donné que les marges sont très faibles, la manière dont vous optimisez vos opérations de base, comment vous optimisez ou réduisez vos coûts informatiques et comment vous le faites d'une manière durable, de manière à ne pas avoir d'impact sur l'environnement. Et tout cela est basé sur des données fondamentales. Les données sont un atout que l'industrie possède, sur vous, sur les opérations, sur l'historique des choses qui se produisent. Je vais vous donner un exemple. Des deux côtés, nous avons Air Canada, par exemple, qui a transféré son site web sur AWS. Ainsi, chaque fois qu'il y a une promotion, le système ne tombe pas en panne, mais il est capable d'évoluer et de vous offrir le produit qu'il maîtrise. Il en va de même pour EasyJet. EasyJet, par exemple, peut réserver 900 000 billets par heure. Il est donc primordial de pouvoir faire évoluer un tel système. Mais des entreprises comme par exemple United Airlines, qui a en fait instrumenté tous leur équipement au sol, à l'aéroport. Ainsi, lorsqu'un avion arrive, ils peuvent voir immédiatement s'ils ont la restauration, s'ils ont le ravitaillement en carburant, s'ils ont les escaliers. Cela les aide à optimiser les opérations, mais cela a aussi un impact sur le voyageur, car il n'a pas à attendre sur le tarmac que la porte d'embarquement soit prête à l'accueillir. Comme vous le voyez, la technologie est utilisée dans tous les domaines. Et je pense que, à mon avis, les meilleures innovations sont celles que l'on ne voit pas et qui font que les choses se passent comme par magie, transparent. Et c'est ce que nous voyons partout. Dans diverses présentations lors de l'événement reInvent, il a été fait mention que l'intelligence artificielle allait amener des changements, même dans le domaine du voyage. Alors, j'ai demandé à Massimo Morin de me donner quelques exemples.
Je vais vous donner quelques exemples. Il y a cet exemple qui concerne un MLEI ordinaire. Un MLEI ordinaire, vous pouvez le voir à peu près partout. L'aéroport intelligent de United, dont nous parlions précédemment, est un exemple d'utilisation de la reconnaissance vidéo. Ils utilisent donc le flux de la caméra et ils voient les différentes lignes de sécurité s'il y a trop de monde. Et s'il y a trop de monde, ils peuvent communiquer avec le client qui doit s'écarter de cette ligne et lui dire « Écoutez, ne passez pas par cette ligne, il y a une longue file d'attente, passez à la suivante ». C'est l'application de l'apprentissage automatique de l'intelligence artificielle à la reconnaissance vidéo. Ensuite, ils utilisent les mêmes données pour former des personnes. Un autre exemple de cette application est, par exemple, lorsque vous appelez Delta Airlines, vous utilisez en fait un SVI et il utilise Amazon Connect, qui est en fait l'intelligence artificielle prête à l'emploi pour la modernisation des centres de contact. Mais lorsque vous obtenez la reconnaissance de votre voix et qu'elle identifie si vous allez partir demain ou dans un mois et ainsi de suite, elle vous achemine dans la bonne file d'attente. Ils utilisent la MLEI. Ou bien, vous voyez des exemples comme Ryanair, qui l'utilise pour prédire la quantité de nourriture à mettre dans l'avion. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que Ryanair, la plus grande compagnie aérienne d'Europe, transporte environ 160 millions de passagers cette année. C'est le plus grand vendeur de sandwichs au fromage du monde parce qu'ils ont un public très large. Et ce qu'ils font, c'est que leur modèle, ils font payer le minimum possible pour que vous puissiez prendre l'avion. Mais ils vous vendent ensuite toute une série de services, y compris la nourriture à bord. Ainsi, avoir la bonne quantité de nourriture. Si vous en apportez trop, vous allez gaspiller de la nourriture. Mais si vous n'en apportez pas assez, vous ne pourrez pas nourrir toutes les personnes présentes. Et vous perdez des ventes. Ils ont donc réussi à développer un modèle d'intelligence artificielle basé sur l'apprentissage automatique qui détermine, en fonction de l'itinéraire de l'avion, des personnes qui s'y rendent, des destinations, quelle est la quantité optimale de nourriture à emporter à bord de l'avion. Dans ce type de situation, il a été possible de réduire le gaspillage de 50%, avec évidemment un impact sur le développement durable, mais aussi d'améliorer le résultat net de plusieurs millions d'euros parce qu'ils ont pu mieux servir leurs clients. Et au bout du compte, l'expérience client est globalement meilleure. Vous commandez vos sandwichs, ils sont disponibles sur place. Et les applications de la MLEI sont très nombreuses. Dans le domaine de l'expérience client, on parle beaucoup du chatbot qui peut réellement vous aider. Vous lui dites ce dont vous avez besoin et vous obtenez la réponse immédiatement, ou de l'hyper-personnalisation ou de l'adaptation du message marketing. Par exemple, pour les femmes ou les jeunes, le message qui résonne avec elles peut être différent de celui des professionnels, des jeunes professionnels ou des personnes plus âgées. C'est pourquoi la création du texte publicitaire, le message associé à la photo peut donc être différent. Personnellement, c'est du côté des opérations que je vois le plus d'intérêt, parce que, comme nous l'avons déjà dit, les marges sont très faibles et il y a un manque constant de personnel. Et la formation du personnel est très, très difficile. Ce que vous obtenez, c'est un assistant pour votre centre de contact. Ainsi, lorsque vous appelez le système, il peut vous recommander des mesures correctives, par exemple, ou résumer l'historique de vos déplacements, comment former l'agent sur les défis auxquels il est confronté. Nous en voyons l'exemple, par exemple, avec Ryanair. Ryanair est en train de créer ce type de chatbot à usage interne pour son personnel. Ils peuvent ainsi répondre à une question simple, à quelle heure dois-je me rendre à l'aéroport? Ou des choses comme, quand est-ce que je peux prendre un jour de congé? Quel est l'uniforme que je porte? Ils peuvent ainsi former leur personnel pour qu'ils deviennent plus efficaces au lieu d'appeler le centre de contact ou d'appeler le centre d'appel. C'est ainsi que Ryanair utilise GenAI. Mais nous avons, par exemple, même Delta, qui a été présenté par Adam ce matin, qui utilise GenAI pour mieux fournir un service aux clients. Est-ce que je peux emmener 2 bagages? Cela va-t-il me coûter plus cher? Combien cela coûte-t-il? Quelle est la limite? Il faut donc les éduquer. Et il y a toute une conversation sur l'hyper-personnalisation. Dans une époque où même la main-d'œuvre pose problème, disposer d'outils simples pour travailler est une chose importante. C'est une valeur différenciatrice, en fait, parce que, comme nous l'avons déjà dit, les attentes des clients changent. Mais n'oubliez pas que pour toutes ces entreprises, le client n'est pas seulement le voyageur, c'est aussi votre employé.
Comment attirer et retenir la main-d'œuvre? Comment en faire un lieu de travail intéressant? Pourquoi voudriez-vous travailler pour une compagnie aérienne? Il y a un an, les compagnies aériennes étaient des lieux de travail très intéressants, avec les dernières histoires, les derniers ordinateurs centraux et les défis de la recherche opérationnelle, etc. Mais aujourd'hui, à cause de toutes les réglementations, etc., elles n'ont pas été en mesure de suivre le rythme. Aujourd'hui, cette technologie, le cloud, leur permet d'opérer cette transformation numérique qu'ils recherchent tant. Cette année, autant chez Amazon que chez AWS, on sent qu'on veut plus communiquer sur les efforts qui sont déployés par eux, mais également en collaboration avec leurs partenaires et clients pour être plus responsables envers l'environnement. Je vous propose cette discussion avec Mathéo Dugan. Il est responsable du programme de développement durable chez AWS. Alors, je m'appelle Mathéo Dugan. Je fais partie de l'équipe AWS Sustainability, qui est en charge d'un nombre d'initiatives autour du développement durable, qui inclut comment est-ce qu'on va arriver à net zéro d'ici à 2040, comment est-ce qu'on va arriver à water positive d'ici à 2030, comment est-ce qu'on va atteindre nos objectifs en termes d'énergie renouvelable. Voilà, donc c'est cette équipe-là. On a d'autres initiatives, comme par exemple, on a aussi l'outil qui s'appelle le AWS Customer Carbon Footprint Tool. Mais je fais partie de cette équipe-là, je suis basé à Londres et ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis chez AWS. Et comment on arrive là, à se joindre à cette équipe-là? Alors moi, je suis un ingénieur en environnement et en énergie, à la base, donc de formation. Donc j'ai étudié en Suisse, ensuite en Italie. Et je me suis spécialisé donc dans l'ingénierie de l'environnement. J'ai travaillé dans des gouvernements, dans le secteur privé et public. Au début, je me suis spécialisé dans l'économie circulaire, donc j'ai géré des opérations autour de la gestion des déchets, la valorisation des déchets quand j'étais plus jeune dans ma carrière. Et j'ai commencé à m'intéresser à qu'est-ce qui se passait à l'intersection de l'IT, des technologies digitales et de l'environnement et de la sustainability en général. Et donc je suis tombé dedans il y a à peu près 7 ans. Et voilà, c'est fascinant parce que c'est deux secteurs qui sont extrêmement, qui grossissent très vite, qui sont partout dans les news, que ce soit la sustainability ou le cloud. Ouais. Donc, vous regardez ce qui se passe à l'intersection, est hyper intéressant. Et chez nous, chez AWS, on le définit d'une manière qui est assez relativement claire. Vous allez me dire si c'est clair. Mais on a ce qu'on appelle AWS Sustainability of the Cloud. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que les opérations cloud soient les plus respectueuses de l'environnement. Ça, c'est une première chose, à travers un nombre d'initiatives. Il y a une deuxième partie qui est in the cloud, sustainability in the cloud, et ça va être comment est-ce qu'on fait en sorte que nos clients, aient les outils et l'information qui leur est nécessaire pour créer des architectures dans AWS qui soient sustainable. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et ensuite, il y a une troisième chose qui est comment est-ce qu'on va sustainability through the cloud. Donc comment est-ce qu'on va utiliser les technologies du cloud, que ce soit digital twin, que ce soit IoT, que ce soit AI, pour s'attaquer à des problèmes qui vont bien au-delà de l'IT. Donc que ce soit, on a un nombre de sessions à reInvent cette année qui sont sur ces sujets-là, comme que typiquement par exemple comment est-ce qu'on va aider l'industrie de la fashion à avoir plus de visibilité et de traçabilité sur sa supply chain grâce à des produits, des passeports digitaux par exemple. Donc ce genre de choses. Voilà. Vous parlez de la mode. Comment AWS peut aider les gens de la mode, justement, à être plus éco-responsables? On peut aider. Alors, là, cette année, donc je disais, on a une session de 45 minutes. Ouais. C'est cette semaine. Ce sera sur YouTube aussi, donc vous pourrez aussi y avoir accès. Tout le monde y aura accès. Donc, en l'occurrence, dans le monde de la mode et dans le monde du retail de manière générale, il y a d'autres industries qui sont aussi placées dans ce cas-là. Il y a tout un challenge de traçabilité et comment est-ce qu'on visualise les différents tiers de fournisseurs qui vont nous permettre de mieux comprendre quels sont les risques, quel est l'impact des différentes parties de la supply chain. Parce qu'à partir du moment où on comprend l'impact, on peut commencer à le réduire. Donc typiquement là, c'est quelque chose qu'on avait avec PVH, qui est la maison mère d'un nombre de marques incluant Calvin Klein, Tommy Hilfiger, etc. Donc qu'on va présenter justement durant cette session. Et comment est-ce qu'on a travaillé avec eux et comment est-ce que eux ont utilisé les services AWS pour justement accélérer la visibilité qu'ils avaient sur justement toute leur supply chain pour qu'ils puissent justement optimiser les risques, mais aussi l'empreinte environnementale et la traçabilité, et pour ensuite être capable de dire à leurs clients à eux
être capable de pouvoir leur dire avec sincérité que il y a des risques qui ont été identifiés mais qui ont été mitigés, que l'impact environnemental a été réduit, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est juste un exemple de comment est-ce qu'on utilise ça. On a 11 sessions à reInvent cette année qui sont autour de la sustainability, 100% là-dessus, qui couvrent un nombre de cas différents, de challenges différents qu'ont nos clients. Typiquement, aujourd'hui, un des gros sujets qui a énormément de succès cette semaine, c'est comment est-ce qu'on utilise Generative AI, que vous avez dû entendre jusqu'à maintenant, j'imagine. Comment est-ce qu'on utilise donc l'intelligence artificielle pour aider les organisations à répondre aux challenges des réglementations qui arrivent énormément en ce moment, que ce soit au Canada, que ce soit aux US, que ce soit en Europe surtout, où il y a énormément de régulations qui sont en train de pousser les organisations de manière générale à publier beaucoup plus d'informations sur leur performance ESG, environnemental, social, gouvernance. Donc un des cas d'usage qu'on a aujourd'hui, on a une démo aussi, vous êtes le bienvenu là-bas si vous n'avez pas encore fait, qui montre comment est-ce qu'on peut utiliser nos services GenAI comme Bedrock avec les différents foundation models pour justement arriver à résoudre certains des problèmes qui sont associés avec le reporting ESG que toutes ces organisations dans le monde sont en train d'essayer de résoudre, entre guillemets. Je trouve ça fascinant de voir tout l'effort et l'énergie que vous mettez, puis les moyens aussi, pour aider vos clients à aller dans ce sens-là. Mais, parallèlement, il y a tout cet équipement que vous utilisez pour faire, justement, l'info nuagique une réalité. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Quelle est votre approche? Quels sont vos systèmes pour s'assurer tout le volet de récupération, de prolongement de vie? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des équipes qui sont dédiées à travailler là-dessus? Très bonne question. Donc, c'est le domaine que nous, on appelle le domaine de l'économie circulaire. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis un ingénieur en environnement. C'était aussi ce dans quoi je travaillais quand j'étais dans mes rôles précédents. Et c'est un focus qui est assez particulier chez AWS. Oui, il y a des équipes qui sont dédiées à ça. Donc déjà, on va commencer par répondre à cette question. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une stratégie qui essaie vraiment de s'attaquer à 3 piliers, en fait, qui sont pour beaucoup les piliers de l'économie circulaire. Donc, il y a un premier pilier qui va être de faire en sorte de designer les matériaux ou les produits, donc en l'occurrence par exemple des serveurs, pour faire en sorte que ces serveurs utilisent le moins de matériaux possible, déjà pour commencer. Donc c'est quand même ce concept de design out waste, d'accord, et de faire en sorte qu'ils soient designés, qu'ils soient faciles à réparer, faciles à réutiliser, faciles à décommissionner. Donc ça, c'est la première phase. Donc ça, c'est vraiment focus sur ce genre de choses. Ensuite, on a le deuxième pilier qui est vraiment sur l'opération. Quand le serveur est en opération dans le data center, comment est-ce qu'on fait pour étendre la vie de ce serveur? Donc il y a quelques années, on a par exemple annoncé qu'on avait étendu la vie des serveurs d'1 année, et pareil pour tous les équipements networking. Imaginez-vous tous les serveurs d'AWS, étendez ça d'1 année, ça nous permet vraiment de réduire les achats qu'on a à faire, et donc du coup ça met moins de pression sur l'impact environnemental associé avec l'extraction des ressources qui est associé avec l'achat de ces serveurs-là. Donc ça, c'est le deuxième pilier, opération, faire en sorte qu'on fait ça de manière efficiente et d'étendre la vie de ces choses-là. Et la troisième pilier, c'est quand ce serveur en effet vient en fin de vie, de faire en sorte qu'on soit en focus sur la réparation, la réutilisation ou le recyclage. Ce qui nous permet vraiment de toujours garder en tête, de toujours réutiliser si vous voulez, le produit avec la plus grande valeur sur toute la chaîne de vie, et de passer d'un modèle qui est linéaire, où on prend les choses, on les utilise, on les jette, à un système qui est circulaire, dans lequel on essaye vraiment de réutiliser le plus possible. Et donc on a des reverse logistics centers, où vraiment qu'on opère nous-mêmes. Donc c'est un investissement qu'Amazon et AWS font pour justement récupérer le plus de ces serveurs possibles qui arrivent en fin de vie, pouvoir les réparer, les réutiliser quand c'est possible, et si c'est pas possible, de pouvoir les réparer ou les recycler. Voilà. Donc c'est vraiment un investissement qui est énorme. Il y a des équipes entières qui sont dédiées à cette chose-là. Et pour être honnête, ça fait sens non seulement d'un point de vue économie circulaire et matériaux, mais ça fait sens d'un point de vue carbone aussi. C'est quelque chose qui nous aide avec nos objectifs carbone, parce que ça nous permet de réduire les quantités que l'on achète déjà, et ça fait aussi tout simplement sens d'un point de vue coût pour nos clients. Si on arrive à réduire nos coûts parce qu'on achète moins, on peut aussi ensuite passer cette réduction des coûts vers les coûts que l'on va inférer dans nos prix avec nos clients. Donc c'est vraiment un win-win pour absolument tout le monde. Pourquoi c'est aussi important pour AWS d'investir là-dedans? Parce que vous pourriez être juste un bon citoyen corporatif et faire le strict minimum et personne ne vous en demanderait, mais vous investissez énormément d'argent là-dedans. Pourquoi c'est important pour vous? Je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que c'est important pour nous parce que c'est la bonne chose à faire.
On a ajouté, typiquement, on a des leadership principles, comme peut-être que vous les connaissez. On en a un qui est nouveau depuis quelques années, qui s'appelle Scale brings a broader responsibility, right? Et donc, c'est juste la bonne chose à faire, d'investir dans ces choses-là, parce qu'on est tous conscients que le climate change, le dérèglement climatique est un des plus grands problèmes que l'humanité est en train de facer. Et donc, il faut aussi qu'on contribue à ça à travers notre propre impact. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nos clients le demandent. Nos clients veulent que nous soyons le plus responsables possible de ce point de vue-là. Donc c'est aussi une façon d'être customer obsessed, c'est de justement répondre à ça avec une réponse qui soit claire, qui est celle qu'on a aussi nos objectifs qui sont associés à différentes choses, que ce soit en termes de préservation de l'eau, que ce soit en termes d'énergie renouvelable, que ce soit en termes de carbon abatement. Il y a différentes façons d'y arriver. Donc c'est vraiment une combinaison de différentes raisons. La première, que c'est la bonne chose à faire, et je pense que parfois c'est aussi simple que ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi une façon d'être customer obsessed. Nos clients attendent de nous d'être responsables sur ces dimensions-là. Puis vous, au quotidien, dans votre poste, qu'est-ce qui fait que ça vous passionne comme ça? Ah, moi, personnellement? Moi, je vous ai dit, je suis là depuis ingénieur environnement depuis très, très longtemps. Oui, mais on peut se fatiguer, mais vous êtes encore là-dedans. Ouais, je vous cache pas qu'il y a des jours qui sont meilleurs que d'autres, comme dans toutes les professions, je pense. Mais je pense que c'est une des plus belles missions au monde de travailler pour ça. C'est un vrai purpose. Et on avance, on progresse, comme je vous l'ai dit, que ce soit d'un point de vue énergie renouvelable, on est passé de 85 à 90% en 2022, ce qui est quand même un énorme investissement. Que ce soit en termes d'eau, par exemple, où on a réussi à réduire le nombre de litres d'eau que l'on consomme par unité d'énergie consommée dans nos data centers de 0,24 à 0,19, ce qui est leader dans toute l'industrie. Donc, en fait, ce qui fait en sorte que l'on continue, c'est tout simplement le progrès que l'on fait, que ce soit en termes du nombre de projets d'énergie renouvelable. Tant qu'il y a du progrès, il y a de l'espoir. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis encore là. Donc vous carburez à l'espoir. Exactement. Wow. Non, au progrès. Au progrès qu'on fait tous les ans. C'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on est toujours optimiste. Merci. Merci à vous. Pour terminer cette édition spéciale de Mon Carnet en direct de Las Vegas, je vous propose cette dernière rencontre que j'ai faite avec un podcasteur belge que vous connaissez peut-être si vous écoutez l'excellent podcast belge Les Technos, parce qu'il est chroniqueur dans ce podcast. Mais aujourd'hui, je le rencontre comme évangéliste d'AWS, mais aussi animateur du podcast francophone d'AWS. Sébastien Stormac, bonjour. Bonjour, Bruno. Il y a des gens qui vont reconnaître la voix, d'autres le non, parce que vous êtes podcasteur aussi chez AWS, mais là, je vous parle comme évangéliste. Je me trompe ou l'intelligence artificielle chez AWS est devenue une priorité? C'est pas devenu, ça fait 20 ans. Non, mais ça fait longtemps que vous travaillez avec des algorithmes, puis avec les bases de données, on se comprend. Mais cette année, particulièrement, si je compare à l'an dernier quand même, on parlait pas autant d'intelligence artificielle. Cette année, je sens vraiment qu'il y a un vent. Non, mais il y a deux types d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle traditionnelle pour nous aider à trouver la bonne taille de boîte pour envoyer vos trucs quand vous commandez sur Amazon. Qui monte à Zurich, là. Et ça, c'est un truc qu'on fait depuis longtemps, optimiser la distribution des instances EC2, des trucs comme ça. Et puis, évidemment, depuis un an, ça n'aura échappé à personne, il y a l'intelligence artificielle générative. Donc, ce qui est nouveau, ce qu'on perçoit aujourd'hui, c'est peut-être l'introduction de l'intelligence artificielle générative dans les services AWS. Mais l'intelligence artificielle en soi, ça fait longtemps qu'Amazon est un grand consommateur et producteur sur ce marché. Ouais. Mais qu'est-ce que ça change pour vous, maintenant qu'il y a autant d'intérêt pour ça, que les gens l'appellent par le nom, là, ils veulent de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle ou de l'intelligence artificielle générative, ils en demandent, là. Deux choses. Première chose, c'est de mettre de la Gen AI, si je peux le dire, comme ça, Generative AI, dans nos services, dans nos consoles, pour faciliter la vie de nos clients, pour que ça soit plus facile de débugger une erreur, de débugger un problème de réseau, de générer des queries SQL, rendre la vie plus facile, faire que ces assistants soient pas juste pour épater la galerie, mais soient vraiment utiles dans le day
dans le quotidien de nos clients. Ouais, on est aux États-Unis, parfois c'est difficile de tout traduire en français. Mais l'autre chose, c'est ce que vous avez dit, c'est nos clients demandent comment on peut mettre du Generative AI dans leurs applications aussi. Et là, on offre des nouveaux services. Vous avez entendu parler d'Amazon Bedrock, par exemple, qui permet très facilement aux développeurs d'accéder à un large choix de modèles dans la sécurité de leur compte AWS. Imaginez des clients d'entreprise qui ont déjà leur procédure de sécurité, d'audit, etc. Et bien, tout ça rentre dans un cadre qu'ils connaissent. Ils peuvent utiliser une palette de langage, de large language model, de modèles fondation, les customiser, utiliser du Retrieval Augmented Generation et créer leur propre solution pour faire ce que nous on fait avec la console, mettre du GenAI dans leurs applications pour leurs clients à eux. Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises, peu importe le continent, sont prêtes à travailler avec l'intelligence artificielle générative? Il y a de plus en plus d'intérêt de nos clients partout, sur tous les continents. C'est pas pour ça qu'on doit abandonner les clients traditionnels. Moi, je travaille aussi beaucoup avec des gens qui me posent des questions sur comment démarrer des VM ou faire du serverless, etc. Et ça reste un gros morceau de l'activité. Mais c'est notre devoir aussi de montrer l'exemple, en montrant ce qu'on sait faire, avec les nouveaux services qu'on a annoncés pendant Reinvent, par exemple, et d'avoir ce rôle de facilitateur. Je cherche toujours à traduire. Merci, c'est apprécié. de facilitateur, de donner accès à des outils, à des API pour que les développeurs puissent libérer leur créativité. Moi, j'adore ça chez AWS. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne une plateforme technique à des gens techniques ou des créatifs, et sans barrière d'entrée ou une barrière d'entrée très, très, très basse, avec des coûts à la demande, donc tant qu'on essaye, qu'on joue, ça coûte quasiment rien ou pas grand-chose en tout cas, et de voir la créativité des développeurs et l'imagination et ce qu'eux sont capables de faire. Moi, j'adore prendre l'analogie des Lego. Je ne sais pas si on a déjà parlé de l'analogie des Lego avec AWS, mais voilà, AWS, c'est tous des services, ce sont des briques. Il y en a de différentes tailles, de différentes couleurs, des plus sophistiqués, des plus simples, comme les Lego. Et puis, ce qui est génial, c'est ce que les enfants font avec les Lego, c'est assembler. Et voilà, c'est ce que je vois tous les jours quand je travaille avec des développeurs. Ils utilisent les briques de base, ils utilisent les services AWS pour créer des applications qui sont waouh. Mais là, je suis content que vous me parliez des développeurs parce que quand on parlait avec Régent Bourgault tout à l'heure, qui nous parlait de la nouvelle solution Q, il y a une partie dont on n'a pas parlé, et ça, je voulais en parler avec vous, c'est justement toute l'approche de l'intelligence artificielle générative qui vient en support aux gens qui font du développement. Ça, c'est pas banal non plus, ça. Non, et ça se démocratise depuis un an. On a lancé Amazon Code Whisperer, qui est cet assistant de coding dans vos IDE, donc dans Visual Studio Code, dans JetBrains et d'autres également, qui vient soit à la demande, je tape un commentaire, tape-moi une fonction qui fait ça, et pouf, il me génère le code. Et maintenant, avec Amazon Q, c'est plus que simplement suggérer du code en fonction de ce qu'on tape. C'est ça, c'est quoi la différence? C'est un chat en plus. Okay. C'est-à-dire, je peux poser des questions. C'est quoi le code que je viens de copier-coller de Stack Overflow là? Il va m'expliquer le code, ou trouve-moi des problèmes de sécurité dans ce code-là. Et on peut poser des questions de suivi parce que c'est un chat, il garde le contexte. Donc voilà, on ajoute l'aspect conversationnel avec Amazon Q dans les éditeurs qui n'y avait pas encore jusqu'à présent avec Code Whisperer. Quand vous regardez là aujourd'hui, toute l'offre qui a été annoncée cette semaine, à qui ça va parler ces nouvelles solutions-là? Alors moi, je vais beaucoup dans des conférences où il y a des développeurs. Je parle beaucoup avec des développeurs. Et je dirais, il y a trois types. Il y a ceux qui veulent innover. Enfin, quand je dis développeurs ou les sociétés dont les développeurs veulent innover et veulent fournir ce genre de service, soit dans leurs applications consumer, soit en interne pour leurs employés, et qui sont prêts à commencer aujourd'hui. Ils veulent rentrer de Reinvent et mettre les mains sur le clavier et commencer. C'est une minorité aujourd'hui. Il faut être honnête, mais c'est la minorité qui sera probablement la plus grande demain aussi. C'est pour ça qu'on doit les accompagner dès le début également. Il y a ceux qui sont curieux. La plupart des gens techniques, ils sont curieux. Tiens, c'est quoi ce truc-là? À quoi ça va me servir? Qui sont un peu plus attentifs, mais qui repèrent, qui commencent à apprendre, qui font peut-être un petit POC sur le côté. Et puis il y a ceux qui, pour le moment, ne voient pas l'intérêt, ou c'est juste un jeu pour amuser la galerie, pour jouer avec papa et maman, et pour montrer les hallucinations et ces choses-là. Et qui peut-être n'y viendront jamais. Je ne pense pas que c'est quelque chose que chaque entreprise doit systématiquement adapter. Mais les plus efficaces, ceux qui travaillent sur de la donnée, les entreprises, je ne parle pas évidemment de l'industrie ici, mais dès qu'on travaille sur de la donnée, il y a de la valeur ajoutée dans de l'IA générative, clairement. Ça va nous aider. Je lisais un article de Bill Gates il n'y a pas longtemps, et je crois que vous en avez parlé dans un autre épisode du podcast, où il parle des agents
Et les agents seront partout. Ils blaguaient avec Clipper au début, etc. Ça nous a tous fait rire, évidemment. Mais je crois d'abord, quand Bill Gates parle, on l'écoute. Et puis, mais je crois que c'est là qu'on est. On voit des agents dans Amazon Bedrock qui ont été introduits à Reinvent aussi. On peut, avec Bedrock, en tant que développeur, créer des agents qui vont aller chercher de l'information complémentaire à ce qu'il y a dans le modèle de base qui a été entraîné. Par exemple, des informations en direct, les cours de la bourse, des réservations de tables à des restaurants. Et aujourd'hui, c'est plus de la science-fiction des agents. Des développeurs, aujourd'hui, peuvent créer un agent très facilement et l'intégrer dans des queries, dans des questions qui sont faites à des large language models. En quelques clics, en quelques heures, c'est à la portée de, je ne vais pas dire de tout le monde, de tous les développeurs, de tous les gens techniques. Puis même en quelques heures, je trouve que c'est long. Là. On parle de minutes. Mais je vais revenir justement à cette clientèle. Je suis content que vous l'ayez mentionné parce que faut pas les laisser de côté. Il y a toute cette clientèle, des clients chez vous, puis des gens qui sont même pas passés à l'info nuagique, qui eux, l'intelligence artificielle générative, c'est pas du tout sur le plan de marche parce que ça répond pas, ou parce qu'ils ont pas de set de données, là, de trousse de données, ou parce qu'ils sont pas là. Ils voient vraiment pas leur intérêt, puis à regarder, peut-être qu'on verra pas non plus, là. Ça aussi, c'est important pour vous, ces gens-là. Bien sûr, et AWS a un large éventail de services qui adressent tous les besoins de tous nos clients. Si des clients veulent utiliser AWS juste entre guillemets pour faire de la virtual machine, ils sont les bienvenus et ils ont beaucoup de choix pour le faire aussi. Donc voilà, c'est aussi ça qui est bien dans les Lego, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser toutes les pièces pour faire son jeu. On peut choisir les pièces dont on a besoin et qui répondent à nos besoins, et on continue d'innover de tous les côtés. Sur les virtual machines, on a annoncé des nouveaux types de processeurs ARM par exemple cette semaine. Donc on continue d'innover et de montrer. Mais oui, et puis c'est pas mutuellement exclusif. Dans la même grande entreprise, certaines personnes vont penser GenAI, intelligence artificielle générative sur certains cas d'utilisation, tandis que d'autres seront plus au contact avec l'infrastructure parce que c'est leur métier. Donc on s'adresse à des métiers différents aussi au sein peut-être d'un même client, d'une même entreprise. Avant de vous laisser, je veux absolument parler de votre podcast. Vous, ça fait un moment là, que vous animez le podcast AWS en français. C'est quoi la mission du podcast? Au fait, quand je suis arrivé chez AWS, il y a très longtemps, j'avais envie de commencer un podcast. Je n'ai pas pu par mon rôle, etc. Et puis quand ça a été permis par mon rôle, il y a 4 ans, je me suis dit j'y vais. Pourquoi ? Parce que le feedback que j'avais des clients francophones, c'était le podcast AWS en anglais, il est bien, mais c'est difficile à suivre. Et c'est vrai que même moi qui parle relativement bien anglais, ça va vite. Le monsieur qui présente, il a un accent australien, il y peut rien, mais ça facilite pas pour parler. Et je sais pas comment est le niveau d'anglais en général au Québec, mais en France, en Belgique, tout le monde n'a pas nécessairement le niveau d'anglais pour suivre ça. Et je me suis dit, il faut un podcast. Il y a une place pour un podcast en français qui parle du cloud. Donc c'est un podcast hebdomadaire tous les vendredis matins où j'interviewe. Je me mets à votre place. C'est moi qui tiens le micro et j'interviewe des clients, des partenaires pour leur faire parler de leurs architectures. C'est plutôt technique. C'est à destination des gens qui ont les mains sur le clavier. On parle de nouveaux services, etc. Là, pendant la semaine de Reinvent, j'ai un podcast quotidien de 15 minutes avec les récaps des principales annonces, des commentaires, avec des gens que j'arrive à croiser dans les couloirs. La seule condition, c'est de parler français et c'est écouté pas seulement en France, évidemment. J'ai beaucoup d'auditeurs au Québec, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, en Afrique centrale, en Afrique du Nord. La francophonie, c'est très grand. Qu'est-ce que vous avez appris avec toutes ces années derrière le micro? L'incroyable variété des cas d'utilisation de nos clients. J'ai la chance de pouvoir parler à des gens qui sont dans des chaînes de radio, de télé, à de l'industrie, à des assurances, au monde de la finance, à des startups, à des studios de jeux. Ça part dans tous les sens. Moi, j'y comprends rien. Moi, je viens du côté technique, pas du côté métier. Donc, j'apprends des tas de choses. Chaque fois que j'interviewe un client, j'apprends quelque chose. Je me laisse guider par ma curiosité. J'essaie de poser les questions que j'imagine les auditeurs se posent aussi pour les faire parler de leur cas d'utilisation. Pourquoi ils ont choisi le cloud, qu'est-ce qui les aide, mais de aussi donner des retours d'expérience réels, c'est-à-dire s'ils se sont pris un mur à un moment, qu'ils le disent, si tel service n'est pas adapté à leurs besoins, qu'ils l'ont découvert de façon pas nécessairement agréable, qu'ils le disent pour que d'autres ne fassent pas la même erreur. C'est du partage de connaissances, là. Oui, c'est un tour d'expérience, balancé, honnête, une conversation comme on le ferait autour d'une machine à café ou autour d'un verre de vin ou d'une bière le soir. Dis-moi de quoi tu parles, dis-moi sur quoi tu travailles, c'est quoi ton projet des 6 derniers mois, et vas-y, explique-moi ça. Alors, les gens qui voudraient l'attraper, ils vont où?
sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon Music, évidemment. Il recherche quoi? Podcast AWS en français. Parce que si on met juste podcast AWS, c'est celui en anglais. On rajoute en français derrière. Et en général, ça tombe. Ben merci. Puis je vous redonne le micro pour vos prochaines entrevues. Au revoir. Merci Bruno. Bye bye. Ah ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition spéciale de Mon Carnet, en direct de l'événement reInvent 2023 d'AWS qui se passait à Las Vegas. Merci à l'équipe canadienne de AWS pour l'invitation et puis merci aux gens de Rask.ai qui m'ont permis de vous offrir des versions françaises d'entrevues réalisées en anglais ici à Las Vegas. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve vendredi prochain pour une version régulière de Mon Carnet avec toute l'équipe de collaborateurs. Bonne semaine et surtout, portez-vous bien. Bienvenue à Las Vegas, présentement 11h02 heure locale. Et restez assis avec votre ceinture attachée, vos effets personnels rangés jusqu'à ce que la consigne des ceintures soit éteinte. Veuillez vous abstenir de fumer. L'utilisation du téléphone cellulaire est maintenant permise. Si vous avez besoin d'assistance pendant le débarquement, nous serons heureux de vous aider. Faites attention en ouvrant les coffres supérieurs car certains articles se sont probablement déplacés pendant l'atterrissage. Avant le débarquement, nous encourageons à prendre quelques instants pour vous assurer que vous avez tous vos effets personnels avec vous, y compris téléphone cellulaire et autres appareils électroniques. J'aborde le télécoupage Air Canada Rouge et Vacances Air Canada. Merci d'avoir choisi de voyager avec nous. Nous vous souhaitons une très belle journée.